Ici, au nom du département d'histoire de l'ENS, qui héberge cette séance, donc dans cette salle des résistants, qui est en fait collectivement. C'est-à-dire que souvent, on consacre une salle à tel ou tel personnage ou acteur de la résistance, mais ici, donc, c'est une salle dédiée aux résistants collectivement, donc c'est inscrit un petit peu dans la tradition du département d'histoire de l'ENS, qui par exemple au mois d'octobre dernier avait consacré un cycle de conférences au thème des révolutions, auxquelles d'entre vous ont participé, et donc ça prolonge en quelque sorte la réflexion cette journée autour donc de Marx et du mouvement ouvrier en Europe. Et donc je laisse la parole pour la Fondation Gabriel. Voilà. Quelques mots de remerciement et puis d'ouverture pour dire le plaisir que nous avons à nous retrouver dans ces locaux, comme vous venez de le dire, grâce à la collaboration avec le département d'histoire. Gilles Pécou et Raoul Markovitz en sont les animateurs, et je tiens à réaffirmer au nom de la Fondation Gabriel, mes remerciements à votre endroit, chers collègues, pour la mise à disposition de ces locaux qui nous permettront de donner à notre journée le cadre qu'elle mérite, j'espère. Les travaux qui sont présentés ici et discutés avec leurs auteurs ont en commun d'être le fruit de travaux scientifiques. Nombre de ces auteurs ont fréquenté ces établissements uniques d'enseignement supérieur et de recherche qu'est l'ENS, au titre d'élèves, au titre d'enseignants et de chercheurs, et parfois ces trois titres-là réunis. C'est aussi une raison pour laquelle nous sommes heureux de nous retrouver ici. Alors je prends la parole dans le cadre de cette ouverture en lieu et place de Michel Mazeau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas Michel Mazeau, mais Serge Volikov. Michel Mazeau est directeur de la Fondation Gabriel Péri, et moi je consacre une partie de mon activité au secteur archives et documentation de la Fondation et de son conseil scientifique. Mais il nous rejoindra en fin de matinée, Michel Mazeau. Alors quelques mots sur la raison de cette... Enfin, la raison, un peu les raisons, oui, de cette initiative autour des publications. Je crois que la raison la plus simple, c'est que ça correspond aux missions de la Fondation Gabriel Péri. Pour nous, le nom de cette fondation, celui de Gabriel Péri, vous venez de l'évoquer, assassiné comme otage par les autorités allemandes sur les conseils du régime français de la collaboration en décembre 1941, prend tout son sens quand il s'agit de se préoccuper du patrimoine du mouvement ouvrier, de la pensée critique du XIXe siècle à nos jours. Cette fondation a été créée il y a maintenant une dizaine d'années, 10 ans, c'est un anniversaire, on est très friand des anniversaires, je pense qu'il faut mieux les célébrer dans l'action que dans la remémoration. En tout cas, il y a 10 ans, et dans les missions fondatrices, il y avait notamment celle de soutenir l'effort de connaissance et de réflexion autour de la pensée de Marx, des mouvements sociaux et politiques qui s'y sont référés au long des derniers siècles. Et de manière concrète, d'apporter autant que possible un soutien à l'édition, à la publication d'ouvrages. On sait qu'aujourd'hui, l'état de l'édition en sciences humaines et sociales n'est pas florissant du point de vue économique. S'il y a concrètement une aide qu'une fondation peut apporter, c'est aussi à ce niveau-là. Et donc la fondation apporte son soutien à des travaux universitaires dans différents domaines, des sciences humaines et sociales, avec le souci d'aider à la diffusion et à la réflexion autour d'ouvrages qui revisitent le patrimoine de la pensée de Marx et parcourent l'histoire biséculaire des mouvements qui s'en réclament. Alors, pourquoi une initiative qui concentre des ouvrages différents, des auteurs qui ont leurs habitudes, et leurs habitudes sont souvent des habitudes non pas chacun pour soi, mais chacun chez soi, dans sa discipline, dans sa période, dans son domaine, qu'il soit petit ou grand. Nous avons non pas voulu rompre avec les séminaires et les rencontres autour d'un seul ouvrage, qui restent nécessaires, mais avec l'idée que ouvrir plus largement les rencontres, la rencontre à différents
ouvrages en même temps, c'était aussi un moyen d'ouvrir vers un public qui pouvait être élargi, qui pouvait être aussi intéressé par la diversité des ouvrages en même temps. Et l'idée de se côtoyer, de croiser des approches différentes, de manière disciplinaire aussi, et de spécialités qui ne sont pas les mêmes, pouvait être fructueux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des historiens, mais il y a aussi des philosophes, il y a des sociologues parmi nous, et que nous pouvons les rencontrer et discuter ensemble. Et j'ai mis 3 petits points dans mon texte, parce que les spécialités présentes sont sans doute plus nombreuses, j'en ai oublié. C'est aussi, ils ont accepté bien volontiers ce rôle qui parfois est considéré comme un rôle ingrat et qui pour moi est un rôle tout à fait essentiel, parce que chaque auteur pris dans l'exposé de son œuvre, évidemment importante, parfois s'oublie dans ce qui est ensuite la rencontre, la discussion, le croisement avec les autres, et c'est la charge légère mais importante des animateurs qui ont bien voulu être en même temps des discutants. Alors les thèmes qui sont mis au premier plan par ces recherches, ils vont presque d'eux-mêmes à travers les titres, à travers les intitulés des ouvrages, et vous les verrez à travers donc la succession des interventions et des discussions de ce matin et cet après-midi. Cela dit, je voudrais, avant de terminer, évoquer deux, trois thèmes qui sont un peu, non pas l'image de marque, mais des prises de position. Ici, il y a de nombreuses années, dans ces salles, on a beaucoup discuté de la prise de position, de la prise de parti dans le domaine des idées, dans le domaine politique et philosophique. Moi, je dirais qu'en termes de prise de parti, c'est le parti, par exemple, de la longue durée, qui nous semble important, et là, pour aborder ces questions. Et par exemple, l'idée que s'ancrer dans une réflexion sur le contemporain en allant jusqu'au moment de la Révolution française, c'est une prise de position aussi. Et cela, nous pourrons en débattre à travers les travaux qui vont nous être présentés. Je dirais que ça fait un peu écho, on est heureux de pouvoir le citer, à Lucien Febvre et à ses combats pour l'histoire, et pas seulement à des modes les plus contemporaines qui sont importantes, mais qui ne sont pas toujours une innovation complète par rapport à ce qu'est aussi une tradition de l'histoire politique, sociale, critique, et qui s'est enracinée ici à l'ENS. La manière d'aborder Marx en son siècle, son long siècle, est revisitée, relancée par toute une série de recherches portant sur la pensée révolutionnaire en France. Et de ce point de vue, cette composante de la pensée de Marx, eh bien, nous pourrons l'évoquer à travers la réédition de l'ouvrage de Buonarroti sur la conspiration des égaux, que nous présentera Stéphanie Rosa dans quelques moments, et ça nous donnera l'occasion d'en débattre. Il n'en reste pas moins que l'histoire du communisme au niveau de l'international communisme comme de l'eurocommunisme, par définition, est une histoire qui a cette dimension globale, et où les historiens ont associé des approches à la fois d'histoire culturelle, d'histoire politique et d'histoire nécessairement internationale. Alors, comme vous l'avez compris, cette question des croisements, cette question des recherches récentes sur le communisme fait partie d'une réflexion aussi sur l'historiographie d'aujourd'hui. Et Frédéric Seped et Roger Martelly ont bien voulu accepter d'intervenir dans la dernière partie de cette journée. Puis, il y a peut-être un autre risque, qui est celui de l'oubli, ou de la mise entre parenthèses, pour tourner la page. Alors, c'est une manière de les interpeller, et en tout cas, je pense de lancer un débat qui ne manquera pas d'avoir peut-être un certain écho dans la fin de l'après-midi. Je termine en disant que vous voyez que la rencontre, telle que nous l'avons envisagée avec un caractère ouvert, animé, même si toutes les interventions sont appuyées sur des travaux très rigoureux, leur synthèse, leur caractère synthétique et bref,
je sais pas, on avait évoqué un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, pour pouvoir lancer le débat ensuite et croiser les interventions, devrait nous permettre d'avoir des débats riches et divers. C'est ce que nous espérons. Voilà pour ces mots trop longs d'introduction. Et maintenant, je laisse la parole à mon collègue et à Anne Jolet pour l'ouverture de la première session. Et ce... Oui, merci. D'abord, merci à la Fondation Gabriel Péri et puis au département d'histoire de l'ENS qui ont rendu cette journée possible. Donc moi, je suis chargée de vous présenter cette réédition donc, qui vient de sortir. Réédition du texte de Philippe Buonarroti, La conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Et en fait, on a été 4, moi-même, Jean-Nuit Ducange, Jean-Marc Schiappa et Alain Maillard, à, travailler à cette réédition. Et enfin, moi, je me suis contentée modestement d'une préface, mais vraiment, Jean-Marc Schiappa, Jean-Nuit Ducange et Alain Maillard ont fait un énorme boulot pour les notes, l'appareil scientifique, les préfaces, les postfaces, toutes les précisions dont on va avoir besoin aujourd'hui pour remettre le texte dans son contexte historique, pour en comprendre les implications. Donc voilà, c'est une entreprise collective. Alors, je vais rappeler un peu pour resituer le texte. La conspiration dite pour l'égalité dite de Babeuf, elle a été écrite en 1828 et c'est l'œuvre de Buonarroti qui est un révolutionnaire de toujours. Hein. Il est à la fin de sa vie en 1828, mais c'est donc un Italien issu d'une grande famille, enfin il descend de la famille de Michel-Ange, qui est immédiatement gagné par l'écho de 1789, dès le début de la Révolution, les premiers mois. Il est protagoniste très rapidement après de la Révolution en Corse. Entre 1790 et 1792, il est sur place, responsable de la vente des biens nationaux, journaliste, révolutionnaire. En décembre 92, il fait partie de l'expédition de Sardaigne avec Bonaparte, une expédition pour étendre la révolution. Hein. Il écrit qu'il est allé en Sardaigne l'épée d'une main, la déclaration des droits de l'autre. Et puis ensuite, en 1793-94, c'est un robespierriste, un ami personnel de Robespierre, envoyé, doté des pleins pouvoirs par la Convention à Auneuil pour représenter le pouvoir révolutionnaire sous la Terreur. Et donc, ce révolutionnaire, ce robespierriste, il se retrouve en prison après la chute de Robespierre en 1795. Et c'est en 1795, en prison, qu'il rencontre Babeuf. Donc, dans cette circonstance, le robespierriste est gagné à l'idéal de communauté des biens, qui est celui de Babeuf. Et il sera du coup l'un des principaux animateurs de la conspiration des égaux. Et des années plus tard, il s'acquitte d'une promesse qui a été faite sur le banc des accusés au procès des égaux à Vendôme en 1797. Procès qui s'est terminé tragiquement puisqu'il s'est terminé par l'exécution de Babeuf et de Darté, qui était un des autres responsable de la conjuration. Donc il s'acquitte d'une promesse qu'il leur a fait à ce moment-là, au moment du procès, de rédiger un témoignage qui rend compte de l'histoire de la conjuration, de cette extraordinaire aventure politique collective. Donc c'est ce témoignage qu'il finit par écrire au soir de sa vie et qui est accompagné, pour ceux qui ne connaîtraient pas le texte, de pièces justificatives, il appelle ça comme ça, et c'est des pièces justificatives importantes, hein, puisqu'on a notamment quelque chose d'extrêmement intéressant, quelques projets de décret que les égaux avaient rédigés relatifs à l'organisation politique et économique qu'ils prévoyaient pour la société égalitaire dont ils rêvaient. Hein. Donc, Buonarroti est resté, après la Révolution, après le procès, il a été évidemment en captivité, déporté, puis il est revenu en Europe et il est resté au cœur d'un réseau militant néo-babouviste, républicain, robespierriste, dans toute l'Europe, jusqu'à sa mort. Donc Buonarroti, il incarne tout au long de son existence le lien vivant entre la génération militante de la Révolution et ses héritiers dans la période précédente, dans la période suivante. Avant de mourir, du coup, laisser la trace écrite de son engagement de 1796 dans la conjuration, c'est une manière
d'en perpétuer le souvenir et de maintenir l'héritage de la conjuration au-delà même de sa propre personne et de celle de ses camarades. Donc voilà les circonstances, on va dire, de la rédaction. Donc l'intérêt de ce texte, il me paraît évident à plus d'un titre, c'est la mémoire de la Révolution dans sa dimension à la fois populaire et égalitariste. Buonarroti est vraiment un des principaux, sinon le principal, passeur de l'héritage révolutionnaire radical sur le plan social et politique. C'est un passeur de la mémoire de ce que Marx a appelé en 1845-48 le premier parti communiste agissant. Et c'est par lui, par ce témoignage, que la génération des militants du XIXe siècle, les générations successives de militants du XIXe siècle, prennent connaissance de la tentative conspirationniste des babouvistes, de la première tentative concrète, autrement dit, d'instaurer une société débarrassée de la propriété privée, débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, marquée aussi par une démocratie très large, bien qu'exclusivement masculine, et à vocation universelle. Donc une tentative qui s'est donnée pour la première fois, parce que l'idée communiste, même si on ne l'appelait pas comme ça, elle existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité au moins, mais c'est la première fois qu'une tentative de ce genre se donne les moyens de l'insurrection, et même si cette insurrection n'a jamais eu lieu, même si le projet n'est jamais arrivé à maturité, voilà, c'est la première fois qu'on essaye de gagner l'égalité sociale et politique radicale à la pointe des pics. Donc la nature du projet de Buonarroti, elle est rappelée par Alain Maillard dans une postface qui rappelle les circonstances immédiates de la publication, les circonstances politiques, historiques, et l'impact aussi de cette première publication. Et Alain Maillard écrit à juste titre que le texte se situe bien entre mémoire, histoire et projet politique. L'idée même de conjuration, qui était une option radicale, finalement un peu désespérée peut-être, à l'époque où la Révolution reflue, à l'époque où les égaux la tentent, elle devient en 1828, pour ce Carbonaro qui est Buonarroti, qui fait partie de la charbonnerie, c'est la voie royale vers la société idéale. Donc ça a changé de statut. Et donc on voit bien, et la postface est intéressante, cette postface est intéressante pour ça, c'est qu'on voit bien que Buonarroti est entre ces intentions politiques de l'époque, qui n'ont pas changé dans leur essence, et les intentions stratégiques du moment, et qu'on a un va-et-vient dans le texte, notamment entre le texte lui-même et puis les notes de bas de page, on a un va-et-vient entre 1797 et la période 1820-1830 et ses préoccupations propres. Mais au-delà de la conjoncture immédiate et puis des intentions ponctuelles de l'auteur, on a un entremêlement finalement de la rigueur de la reconstitution qui est quand même fiable, voilà, accompagné de pièces justificatives, etc. Donc c'est un document tout à fait solide, et en même temps un engagement politique maintenu qui est perceptible dans l'écriture. Et il me semble que cet entremêlement est un des grands mérites du texte, et une très bonne raison de le lire, de le relire ou de le faire lire. C'est pas pour rien qu'il est devenu pour les années à venir un bréviaire pour les militants, puisque on pouvait vraiment y venir chercher une source d'inspiration à la fois historique, théorique, mais aussi morale. Buonarroti, de ce point de vue-là, il incarne vraiment le révolutionnaire qui n'a jamais baissé les bras et qui en atteste à la fin de sa vie avec ce témoignage. Donc on espère que pour toutes ces raisons, le texte suscitera encore de l'enthousiasme et de la sympathie pour ces premiers combattants modernes d'un idéal d'émancipation radicale. Alors, à l'époque de sa parution, l'ouvrage il a connu dans les milieux contestataires et le mouvement ouvrier un succès certain dès le début, et pas seulement dans les frontières de l'Hexagone, où la tradition sans culotte, jacobine était encore vivace, mais aussi dans toute l'Europe sur le long terme. Il a connu plusieurs rééditions en France et significativement après chaque épisode révolutionnaire, après 1830, après 1848. Mais dès 1836, la conspiration pour l'égalité est traduite en Angleterre par le futur leader du chartisme anglais, qui s'appelle O'Brien, qui avait fait le voyage à Paris, qui avait rencontré Buonarroti et qui avait été extrêmement impressionné par Buonarroti et par notamment la fidélité de Buonarroti à la figure de Robespierre. Et puis le texte sera aussi traduit en allemand au début du XXe siècle, au sein de la social-démocratie allemande, qui est plus distante à l'égard de Robespierre, mais très admirative de Babeuf. Et puis évidemment en Italie, qui est la patrie de Buonarroti, l'ouvrage aura un grand succès, même si c'est un succès contrasté, etc. Alors, Marx et Engels ont salué dans plusieurs textes la tentative des égaux,
En fait, ils n'ont connu l'action et les écrits de Babeuf qu'à travers le texte de Buonarroti. Apparemment, ils n'ont pas eu une connaissance directe des textes de Babeuf lui-même, notamment de ses articles du Tribune du Peuple. Et donc, ce qu'ils disent de Babeuf et de la Conjuration, c'est intéressant, mais ça doit être rapporté à ce texte. Il ne faut pas oublier que c'est probablement le seul document qu'ils ont eu. Ils ont caractérisé l'entreprise babouviste, comme certains d'entre vous doivent le savoir, comme, là je les cite, l'expression des premières tentatives du prolétariat pour faire triompher directement ses intérêts de classe. C'est dans le manifeste. Et avec Marx et Engels, du coup, une espèce de généalogie politique a été promue, qui est longtemps restée efficiente dans la manière dont la tradition communiste postérieure a conçu ses propres précurseurs en les distinguant des autres. Babeuf, Buonarroti et les égaux, pour la tradition communiste, ils ont longtemps incarné la branche des précurseurs du communisme d'action politique, alors que Saint-Simon, Fourier, Owen, c'était plutôt la ramification des socialistes utopiques et critiques, plus ou moins voués à l'impuissance. Après la révolution russe, les communistes russes ont évidemment fait une belle place au texte de Buonarroti dans la bibliothèque des précurseurs. Les Russes l'ont traduit, réédité, les communistes français aussi. Et la dernière grande édition, c'était celle de 1957, celle qui avait été celle des éditions sociales, liée au PCF, préfacée par Georges Lefebvre. Et depuis, il n'y a plus rien, donc il était temps d'en refaire une. Qu'on a essayé d'encadrer, donc comme j'essaie de vous le dire, à la fois par des mises au point sur l'après de la publication du texte, les circonstances de la publication, la postérité, mais aussi sur avant, et ça d'un point de vue pas seulement historique et politique, mais aussi philosophique, puisque je me suis intéressée aux sources théoriques de la conjuration, qui plongent en fait leurs racines dans la pensée des Lumières, avant la Révolution française. Et cette généalogie m'a amenée à revenir sur la dichotomie qui, en fait, ne devient naître qu'au XIXe siècle, entre communisme utopique et communisme d'action politique, cette généalogie, cette dichotomie de Marx et Engels eux-mêmes. Il me semble que, d'un certain point de vue, cette tentative de 1796 peut, de cette façon-là, être aussi considérée comme un point d'aboutissement, le point d'aboutissement d'un processus qui a vu l'utopie comme genre littéraire et politique de l'époque moderne se transformer en quelques décennies, dans les dernières décennies de l'Ancien Régime en France, en un véritable projet de société avec les égaux. Alors, je ne remonterai pas jusqu'à Platon ou Thomas More, mais la réflexion de Babeuf et ses projets ont trouvé leur source, d'une part, dans un important texte de 1755 qui s'appelle le Code de la nature, d'un certain Morelli que tout le monde a oublié aujourd'hui, dont on a réédité le Code de la nature aux éditions La Vie Brûle aussi il y a quelques années. Ce qui était extrêmement important dans ce Code de la nature, c'était la dernière partie de l'ouvrage qui était un plan de législation idéale dans lequel Morelli énumérait et détaillait les lois qui devaient régir une cité modèle, qui était donc une cité modèle structurée par la communauté des biens et politiquement par une démocratie strictement égalitaire, mais toujours patriarcale, bien évidemment. Donc c'était la première fois que le récit utopique, l'idéal utopique plutôt, n'apparaissait justement pas à l'intérieur d'un récit, d'un roman, mais comme un script législatif, vraiment un code potentiellement destiné à s'appliquer n'importe où, voire partout. Et donc, ce qui est notable, c'est que si on lit avec le Code de la nature en tête les projets de décret des égaux, on trouve dans les grandes lignes les projets qui sont déjà présents dans le Code de la nature. La trame, elle a été enrichie, mais sur le fond pas modifiée. Et puis il y a d'autres inspirateurs dans la deuxième partie du XVIIIe siècle pour les égaux. On en a un notamment qui là aussi a été très célébré pendant la Révolution française, qui est complètement tombé dans l'oubli ensuite, c'est Mably, Gabriel Baudon de Mably, qui est un auteur inspiré en partie par Rousseau, mais à la différence de Rousseau, il proclame très clairement dans un certain nombre de textes que la communauté des biens et des travaux est le meilleur régime qui puisse exister, et celui qui correspond mieux à la nature de l'homme, celui qui l'anoblit le plus, etc. Sauf que Mably donc décrète que cet idéal n'est plus accessible pour l'humanité, et donc il en déduit un modèle de second ordre, un modèle atténué, celui d'une république égalitaire. Et il emprunte
à Platon ou à Cicéron, donc aux républicains de l'Antiquité, une bonne partie des caractéristiques politiques et sociales de cette république. Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est que Mably, en quelque sorte, il a républicanisé l'utopie ou utopianisé la République, comme on voudra, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de synthèse entre l'idéal républicain antique, voilà, la vertu civique, l'appel à la vertu civique, la prééminence du bien commun, etc. Et puis l'utopie de la communauté des biens, qui se trouve en quelque sorte voilà, réunie dans un même idéal. Et ce mariage du républicanisme et de la communauté des biens, enfin, du républicanisme et du collectivisme, on va dire, on va retrouver cette synthèse, en quelque sorte, chez Buonarroti ou chez Babeuf, de manière un petit peu différente. Ça montre qu'en France, l'alliance entre le robespierrisme et le communisme, qu'on retrouve dans la Conjuration des égaux, en fait, ça avait quelques antécédents dans les Lumières. Il me reste combien de temps ? 4 minutes. D'accord. Alors, donc, c'est avec toutes ces, tous ces antécédents, donc Morelli, Mably, Rousseau aussi, que Babeuf réfléchit dans sa prison en 1795, et c'est là où il rencontre Buonarroti. Et c'est donc dans ces lectures qui vont, disons, se mêler dans leur esprit avec les événements révolutionnaires, la réalité de l'exploitation féodale et puis de tous les changements dans la Révolution, la manière dont ils se sont passés. C'est tout ça qui vont produire finalement le projet des égaux qui va se cristalliser entre 1795 et 1796. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire, et on peut aussi lire la conspiration pour l'égalité comme ça, que cette conjuration, elle a représenté finalement la première tentative de mettre l'utopie à l'ordre du jour, d'une certaine manière, non pas au sens péjoratif, mettre l'utopie à l'ordre du jour au sens où ça aurait été des utopistes, de dangereux utopistes, comme on dit, mais au sens où on peut lire dans la conspiration pour l'égalité une volonté très claire de transposer dans la réalité sociale les prescriptions législatives qu'on trouve dans l'utopie du Code de la nature notamment, qui ont été finalement transformées et enrichies, véritablement bouleversées par les acquis révolutionnaires et notamment par les mesures proposées dans la Constitution de 93. Donc il y a vraiment une synthèse entre l'utopie communautariste, communautiste, comme on voudra, et puis le robespierrisme, le jacobinisme de la Constitution de 93. Donc, on a souhaité proposer, outre la nécessité de rendre accessible ce texte extrêmement important, on a souhaité proposer un nouvel éclairage qui reste globalement, fondamentalement solidaire du sens émancipateur du combat de Buonarroti. On a essayé de tirer les leçons de l'historiographie et de la recherche les plus récentes pour encadrer le texte et encadrer la lecture du texte. Et donc, on a voulu à la fois rendre compte des implications directes du projet de l'auteur, de son impact historique, mais aussi de sa place dans une histoire un peu plus longue, 18e, 19e et même un peu 20e. Une histoire qui est inséparablement celle des idées et des pratiques politiques, en deçà et au-delà de la Révolution. Et donc, on espère de cette manière-là, même si c'est modestement, à la fois satisfaire la curiosité intellectuelle, mais aussi peut-être nourrir les interrogations idéologiques et politiques, dans une période où, nous a-t-il semblé, la contestation de l'ordre propriétaire et ses partisans ont peut-être besoin de se ressourcer aussi. Voilà. En allemand, c'est une transition toute trouvée pour passer la parole à Jean-Emmanuel. Merci. Donc j'emboîterai le pas immédiatement à ce qu'a dit Serge Bolikov en introduction sur les commémorations, puisque en 2014, nous avons la chance, ou pas, enfin, en tout cas, une série de manifestations autour du déclenchement de la Première Guerre mondiale, et parmi les dates retenues officiellement, il y a aussi l'assassinat de Jean Jaurès. Et comme ça a été rappelé, un certain nombre d'historiens et historiennes n'ont pas attendu tout de même 2014 pour s'intéresser à ce personnage. Pourquoi travailler sur la Révolution française, la social-démocratie allemande et autrichienne, une série de sujets qui ont pu être relativement à la mode il y a quelques décennies, mais qui ne le sont plus exactement. Justement, mon point de départ a été de comprendre Jaurès, son histoire socialiste de la Révolution française, qui est une histoire très importante,
qui est considéré comme le point de départ d'une longue tradition d'études, jusqu'à Albert Sobraud, Michel Bobel et autres, une tradition dite classique, à mi-chemin entre le marxisme et le jacobinisme, pour le dire vite. On retrouve l'alliance qui se noue au XIXe siècle. Et bien, il est intéressant de voir que, c'est le plus grand, je dirais en termes de pages, ouvrage de Jean Jaurès, mais qu'il a été rédigé dans un contexte extrêmement précis que l'on rappelle souvent relativement peu. Jaurès, c'est un militant socialiste qui veut définir un socialisme ancré dans la République. Et lorsqu'il fait cela, il doit le légitimer historiquement autour de l'héritage majeur qui a traversé le XIXe siècle, qui est la Révolution française. Mais il n'est pas tout seul. Face à lui, il a des socialistes, pour aller vite, plutôt d'obédience marxiste, autour de Jules Guesde et Paul Lafargue, qui sont, eux, comment dirais-je, beaucoup plus circonspects sur cet héritage qu'ils jugent trop lié à l'histoire de la bourgeoisie, pour le dire vite. Et surtout, et c'est ça qui est présent chez Jaurès, sans nécessairement qu'il le dise ouvertement, il y a derrière l'arrière-plan de la social-démocratie allemande qui, à cette époque-là, dirige, on parle même de l'arrogance allemande à cette époque-là, un socialiste d'Europe centrale emploie ces mots, dirige l'internationale socialiste fondée en 1889, et cette social-démocratie domine au niveau politique, c'est le plus grand parti, au niveau électoral, au niveau des militants, mais aussi au niveau idéologique, au niveau de l'influence du marxisme qu'elle diffuse. Mais ce marxisme-là, à cette époque-là, n'est pas qu'un marxisme, je dirais, strictement politique et autre. Il a aussi construit ce qu'on appellera ensuite un grand récit historique sur les révolutions passées. Quand on dit révolution passée, ça remonte même à tout ce qui est vision de l'utopie, Thomas More au XVIe siècle, les jésuites du Paraguay, le XVIIe siècle, je ne détaille pas, autour desquels il y a eu une grande discussion historique pour savoir s'il y avait les premières traditions égalitaires dans ces expériences-là. Mais un des grands points exposés, débattus, c'est évidemment la caractérisation de ce que l'on appelait les grandes révolutions bourgeoises des siècles précédents. Or, le premier à avoir écrit un ouvrage un peu systématique d'un point de vue marxiste, et le mot marxisme apparaît précisément dans ces années, ce n'est ni Marx, qui n'a jamais rédigé son histoire de la Convention, ce n'est pas non plus Engels, c'est Kautsky, qui est considéré à l'époque comme, il est surnommé le pape d'ailleurs du marxisme, c'est un théoricien de très grande envergure, qui, entre parenthèses, et c'est pour ça que j'ai commencé par Jaurès, est infiniment plus connu en Europe que Jean Jaurès à cette époque-là. L'idée même de comparer, comment dirais-je, à l'époque, le nom de Jaurès est très peu connu en Europe centrale et orientale, notamment en Russie, alors que Kautsky est considéré comme la référence théorique et politique. Or, c'est lui qui, en 1889, a publié, à l'occasion du centenaire, on retombe sur les commémorations, un ouvrage sur la Révolution française, significativement intitulé, donc en français, Les luttes de classe en France, en 1789. Je ne détaillerai pas parce que mon livre va quand même jusqu'en 1934, donc à ce rythme-là, je ne suis pas rendu, mais je donnerai quelques points très importants. Kautsky a une vision très classiste, pourrait-on dire, du processus révolutionnaire, c'est-à-dire que toute une série de chapitres sur le rôle des différentes classes sociales dans le processus révolutionnaire. Or, quand Jaurès va rédiger 10 ans plus tard son histoire socialiste de la Révolution, lui va vouloir très clairement ancrer son socialisme républicain dans le prolongement de l'héritage de la Révolution française, là où les Allemands marxistes de type Kautsky considèrent la Révolution française comme une expérience historique fondamentale, mais ont beaucoup plus secondairement ancré leur socialisme à eux dans cet héritage-là, et pas que pour des raisons nationales, puisqu'il y a d'autres facteurs, notamment l'idée de construire un parti ouvrier indépendant, strictement séparé de la bourgeoisie et autres, a beaucoup compté à ce moment-là, et donc l'idée de rattacher ça à des traditions anciennes, républicaines, un peu suspectes, bourgeoises pour le dire vite, eh bien c'est ça qui forme une ligne de clivage. Et ce qui est fascinant, parce que si vous remettez dans le contexte de l'époque, c'est peu de dire que Jaurès connaît qu'un Kautsky, puisqu'il suffit de regarder les combats et les articles à ce moment-là. Mais dans l'histoire socialiste de la Révolution française, il n'y a pas un mot sur cet ouvrage de Kautsky sur la Révolution française, rédigé 10 ans avant, et qui a été beaucoup lu, en réalité, parmi les socialistes européens. Donc c'est une forme de réponse politique et historique, et lorsque l'on évoquait tout à l'heure les liens histoire, politique, mémoire, je crois qu'on est là à la charnière d'un univers qui me paraît effectivement intéressant. Sur la question des transferts culturels ou de l'histoire croisée, parce que dans ces débats théoriques et politiques, il n'y a pas que le transfert d'un point à un autre, mais il y a des choses, il y a un entre-deux qui est difficile à saisir, et Werner et Zimmermann ont bien théorisé, je crois, cette idée qu'il faut penser le croisement, même si sur certains points on peut avoir des critiques.
toujours strictement dans le contexte, Jaurès, son histoire socialiste de la Révolution, n'a jamais été traduite en allemand, sauf par des petits extraits. Enfin là, je les ai trouvés, bon voilà, de l'érudition, il faut regarder qui a fait quoi, c'est intéressant. Kautsky, lui, à cette époque-là, en 1900 à 1902, a été traduit en français et diffusé par les adversaires de Jaurès. Pourquoi? Précisément quand Jaurès publie son histoire de la Révolution française. Donc, il y a aussi des figures comme ça, d'un point de vue de l'histoire croisée, qui me paraissent intéressantes. Alors vous allez me dire, c'est très bien, c'est un travail d'historiographie, comparé entre des ouvrages théoriques et autres, mais où est, d'un certain point de vue, la profondeur historique? Ce que j'ai essayé de faire par ailleurs dans cet ouvrage, c'est de voir, je le disais, le mot marxisme apparaît en tant qu'adjectif, d'abord, c'est négatif dans la première internationale, puis c'est repris en positif dans les années 1880-90, c'est voir comment des textes comme ceux de Kautsky et quelques autres ont servi de base. Kautsky, c'est des petites brochures, évidemment, il disait ça a posteriori, il dit ah oui, c'est caricatural, ça va très vite. Oui, mais ça a une fonction, ces textes ont une fonction de formation politique à l'époque très délimitée. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder le contenu théorique, historique de ces textes, et de voir comment ils étaient déclinés ensuite dans les appareils de formation, les écoles même de formation qui se constituent ensuite dans la social-démocratie allemande, mais aussi les petites brochures, les agendas ouvriers. Il y avait à l'époque un sentiment d'appartenance extrêmement fort au parti, rien à voir avec la France de ce point de vue-là, contre-société pour le dire vite. Et vous aviez des agendas ouvriers que chaque militant avait, un calendrier, etc. Ils avaient ça dans leur veston. Et j'essaye de regarder tous ces agendas, toute cette brochure, les retranscriptions des conférences orales, à la sortie parfois du travail, tout cet ensemble, de sources, je ne détaille pas. Et là, vous pouvez voir, en prenant le haut, si je puis dire, la brochure de Kautsky, et le bas du bas, si je puis dire, quasiment, hein, les petites brochures, les agendas ouvriers et autres, et bien comment on proposait des résumés de cette vision de la Révolution française, des dates commémoratives dans les agendas et autres. Et en réunissant tout cela, je crois qu'on peut essayer de peser quelle était la culture historique d'un parti politique à ce moment-là. Serge Volikov disait en introduction, et ce que disait Stéphanie aussi après, bon, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée de se référer à l'histoire, etc., bon, c'est un parti politique, ça a beaucoup changé ces dernières décennies. Hein. Hartog a parlé du présentisme pour toute une série de régimes d'historicité, c'est intéressant. Et d'ailleurs, si on appliquait ça aux partis politiques, il y aurait certainement des études approfondies à faire. Et là, on est précisément dans le moment historique, à la fin du 19e, autour notamment des grandes révolutions, parce que c'est ça qui les obsède, si je puis dire, dans le moment historique où se met en place toute une série de récits sur l'histoire, à des fins théoriques certes, mais aussi à une fin historique et politique, qui est d'ancrer le combat présent dans des précédents historiques glorieux. Et ça se traduit, hein, pour reprendre l'exemple de la Révolution française, il y en aurait d'autres, hein, toute une série de chants. Hein, le chant du SPD, c'était à l'origine de la Marseillaise des travailleurs. On reprend même la musique de la Marseillaise, on change les paroles en les gauchisant, si vous voulez. Tout ça est dans l'ordre, je dirais, symbolique, absolument fondamental. Quelques mots sur les délimitations chronologiques que j'ai étudiées, parce qu'évidemment, plusieurs décennies, on ne peut pas regarder toutes les sources. Un exemple intéressant, qui est la Révolution russe, je ne prendrai pas 1917, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais celle de 1905, parce qu'elle est moins connue, et pourtant elle est très significative à l'époque. Autour de 1905, hein, même si vous prenez que la France, beaucoup d'intellectuels dreyfusards se sont remobilisés. À ce moment-là, ça agite vraiment les débats socialistes, et tout à fait intéressant. J'avais consulté donc toute une série de plans détaillés d'écoles de formation pour voir ce que l'on enseignait sur plusieurs années. Donc, grosso modo, de 1889, au moment du centenaire de la Révolution, jusqu'au début du XXe siècle, dans les écoles de la social-démocratie allemande, on enseignait l'histoire de la Révolution française comme certes un processus bourgeois fondamentalement, mais comme quelque chose qui a ouvert quand même l'ère des révolutions et des moyens révolutionnaires pour changer la société. Et puis toute une série de débats ont émergé, notamment le débat sur le révisionnisme, au tournant des 19e et 20e siècles, l'idée que le catastrophisme, entre guillemets, proclamé de Karl Kautsky et autres, c'est-à-dire l'idée que le capitalisme allait s'effondrer de lui-même et que finalement la révolution ce serait simplement de récupérer le pouvoir à un moment T, et bien, tout ça fait qu'on enseigne de moins en moins l'histoire révolutionnaire. Il y avait une dynamique au moment de 1889 et puis tout cela a tendance à s'étirer. Ce qui m'a paru particulièrement significatif, c'est de regarder jusqu'en 1914 la façon dont on enseignait la Révolution. Or, en 1905, donc, a lieu au début de l'année, Dimanche Rouge, etc., une
révolution russe qui s'inscrit sur plusieurs mois dans la longue durée, donc on ne sait pas comment va finir le processus révolutionnaire pendant toute une période. Et si vous regardez les plans de formation à ce moment-là, eh bien on constate que la Révolution française va revenir alors qu'elle avait disparu pendant quelques années. Et lorsqu'on réintègre cette référence, cet enseignement à la Révolution française, on le réintègre, donc avec une série de points détaillés, et à la fin il y a écrit comparaison de la Révolution française avec la Révolution russe actuelle. C'est-à-dire que lorsqu'un nouvel événement surgit, qui n'était absolument pas prévu par les socialistes et sociodémocrates ouest-européens, qui pensaient que les grands changements et bouleversements politiques allaient avoir lieu en Angleterre, en Allemagne ou en France, pour le dire. Et là, à partir du moment où il y a des événements en Russie, on revient à la Révolution française, parce qu'on pense d'abord que la structure économique et sociale, qui voit ça parfois de loin, ressemble un peu à la France du XVIIIe siècle, et qu'il va falloir essayer de comprendre cette révolution un peu du XVIIIe siècle, version russe qui rejoint un petit peu après, à la lumière de l'histoire. Ça pour vous dire que l'histoire n'est pas non plus quelque chose enseigné de façon mécanique, continue dans ce genre d'organisation politique, mais que le lien avec les nouveaux processus qui surgissent, eh bien, comment dirais-je, permet de faire des différenciations. Alors, je prends juste encore un exemple, alors c'est pareil, il faut regarder les tableaux, donc ça c'est très précis, les archives du SPD sont formidables là-dessus. Vous avez par exemple l'âge des gens qui participent aux formations. Donc je m'étais amusé à calculer les générations, thème aussi relativement à la mode dans l'historiographie, de voir qui avait pu passer par telle école de formation et en retenir quoi. Eh bien, donc comme il y a eu un trou pendant quelques années, vous voyez que ceux qui sont passés par les écoles de formation à partir de 1905, donc sous influence de la Révolution russe, ont appris à ce moment-là un certain nombre de choses sur la Révolution française que ceux qui étaient passés l'année précédente n'ont pas donc pu connaître. Après, vous voyez ça à travers différentes sources. Un ou deux points pour ne pas être trop long. J'ai inclus l'Autriche non pas par souci, comment dirais-je, œcuménique germanophone, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, l'idée des sociodémocrates, c'est l'idée de 1848, c'est la grande République allemande. Hein. Il fallait un projet de réunification entre l'Autriche et l'Allemagne. Évidemment, ça a pris une tournure historique, le moins qu'on puisse dire, différente au XXe siècle, mais les Autrichiens, entre deux guerres, le congrès s'appelle Deutsch Österreich, c'est allemand d'Autriche. Hein. On se situe dans une perspective de réunifier tous les Allemands. Donc, dans un même pays, il faudra attendre 1933 pour que ce soit rayé des statuts du Parti social-démocrate autrichien, qu'importe. Donc il y a vraiment des liens très forts. Kautsky lui-même est un Autrichien, enfin, il est né à Prague, il est en partie tchèque, en partie austro-hongrois, une multitude de nationalités, mais tout ça est ensemble. Pourquoi inclure l'Autriche sur le point précis de la Révolution française? Pour le dire vite, un mouvement de femmes, ou qu'on peut qualifier de féministes, plus avancé dans la social-démocratie autrichienne, pour une série de raisons, que dans la social-démocratie allemande. Et un intérêt historique pour les combats des femmes dans les siècles précédents. Et c'est tout à fait intéressant de voir que les femmes autrichiennes, qui ont beaucoup de mal à s'imposer dans le parti, Congrès d'Arenfeld, le congrès fondateur de la social-démocratie autrichienne, il y a une déléguée femme, elle est expulsée du congrès, parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle fait là. Je vais vous donner une idée de l'ambiance, si je puis dire. Donc il y a un combat de mouvement autonome des femmes, pourrait-on dire, et comme il y a cet enjeu du récit historique, qui n'est pas uniquement un enjeu d'érudition encore une fois, mais de placer des précurseurs, pourrait-on dire, au XIXe siècle et au XVIIIe siècle, eh bien les femmes construisent un récit sur « nous avons été aux premières loges des processus révolutionnaires avant ». Et parmi ces ouvrages, publiés spécifiquement par les femmes social-démocrates autrichiennes, il y a évidemment des articles qui aujourd'hui paraîtraient très archaïques par rapport à la connaissance de la recherche, mais qui pour l'époque ne sont pas du tout anecdotiques, sont des ouvrages sur les femmes pendant la Révolution française et le rôle qu'elles ont joué dès 1789. Et ça provoque d'ailleurs des réactions très vives de la part de leurs camarades masculins, pour l'anecdote. Emma Adler, qui était la femme de Victor Adler. Victor Adler, c'est le Jaurès autrichien, pour le dire vite. Eh bien, Emma Adler publie un ouvrage sur les femmes pendant la Révolution française qui est très mal reçu dans la presse social-démocrate, mais en tout cas, c'est un des instruments du combat. Autre point, et ça c'est plus pour l'entre-deux-guerres, sur la social-démocratie autrichienne. La social-démocratie autrichienne a ses spécificités. Elle va tenter de se situer entre le modèle soviétique, pour le dire vite, et le modèle social-démocrate allemand, qui est donc comment dirais-je, pas dire centriste, ça ne veut rien dire dans le contexte de l'époque, mais qui est très anticommuniste, pour être dans le contexte de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres.
Et cette social-démocratie autrichienne va connaître même des échos en France. L'aile gauche de la SFIO va s'y référer. On a parlé de Buonarroti à la ville brûle. L'ouvrage précédent qui a été publié dans la même collection, c'est sur le moment antifasciste français 34-36. Et on voit bien que la SFIO, son aile gauche, s'appuie sur cette social-démocratie autrichienne qui n'est ni pro-soviétique, donc ni communiste, ni non plus, comment dirais-je, totalement anti-marxiste, ou pour le dire vite, c'est leur perception. Et des gens comme Otto Bauer et autres jouent un rôle important dans ce moment historique-là des gauches européennes. Et sur la Révolution française, il publie un certain nombre de choses intéressantes, et ce qui montre l'ancrage historique de cette référence, c'est ce qui se passe, par exemple, à partir de la fin des années 20. Pour prendre un exemple, toute une série d'affrontements, vous savez que tout ça va se finir, contrairement à l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas de résistance en janvier 1933 des mouvements ouvriers, pas d'affrontements dans les rues. En revanche, en février 1934, il n'y a pas que les attaques des ligues fascistes sur le palais Bourbon, quelques jours après, il y a une guerre civile dans les rues de Vienne entre le service d'ordre, le service d'ordre au sens une mini-armée, on dirait aujourd'hui, de la social-démocratie autrichienne, et les troupes du chancelier Dollfuss. Et cette radicalisation politique-là vient de la fin des années 20, et il est particulièrement significatif. En première page, je ne prends qu'un exemple, de l'Arbeiter Zeitung, qui était le journal de la social-démocratie autrichienne. En première page, vous avez un grand article sur des événements qui ont eu lieu en 1927, Schattendorf. Schattendorf, c'est une petite bourgade autrichienne où il y avait eu l'acquittement de militants d'extrême droite qui avaient tué un militant social-démocrate. Et à cette occasion-là, pour rendre compte des problèmes qu'il y a eu lors de cette fusillade, on se réfère à la fusillade du Champ de Mars de 1791. Donc on voit que l'ancrage des références historiques, même dans l'actualité politique la plus immédiate, est quelque chose d'important. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Si, non, pas beaucoup. Alors, je termine. Il y aurait une réflexion spécifique, peut-être on reviendra dans le débat parce que ça recoupe les autres, sur passé, présent, futur. Parce que le Parti social-démocrate allemand, avant 14 notamment, on peut dire ça en partie du socialisme français jaurésien, à la fois il y a une discussion, une admiration pour la Révolution française, et en même temps ils n'ont pas envie que se rejoue un processus révolutionnaire comme à la fin du XVIIIe siècle. Et là c'est tout l'enjeu de 1793, de la référence à la guerre. Mais il y a un passé révolutionnaire assumé qui ne leur paraît pas incompatible, selon leur logique à eux, c'est la logique, avec un futur qui voit le socialisme, le passage vers le socialisme, d'un point de vue légal par les formes parlementaires existantes, ou semi-parlementaires si on prend le cas de l'Allemagne. Donc cette articulation-là me paraît assez complexe et ne peut pas être résumée du genre « Ah oui, ils ont des références, ils ont une phraséologie révolutionnaire pour plaire aux militants, et en fait, ils sont très légalistes. » Non, parce qu'une partie des militants, des cadres, sont eux-mêmes très légalistes, et pourtant, cette référence à la Révolution est toujours maintenue. Donc cette réflexion-là, à mon avis, pourrait être poursuivie. Dernier point, pour faire la jonction avec le mouvement communiste, cette fois-ci pas celui d'avant, mais celui d'après, il faut voir que cette matrice-là, social-démocrate, d'avant 14, sur même le récit historique, sur les conceptions politiques, c'est la même chose, en partie. Lénine est absolument un social-démocrate pro-germanique ardent avant 14. Le communiste n'apparaît qu'en 1918. Jusqu'alors, le mot social-démocrate veut dire modèle du SPD, même si c'est un modèle miniature, si je puis dire, pour les Russes. Mais c'est aussi vrai du récit historique. Et de ce point de vue-là, on peut parfois dire qu'il y a justement une tradition d'histoire communiste de la Révolution française. Mais si vous regardez comment, entre deux guerres, cette tradition d'écriture s'est construite, vous pouvez constater qu'elle est en partie jaurésienne pour le cas français, mais elle est en partie social-démocrate, si je puis dire, au sens historique d'avant 14. Je prendrai deux exemples et je m'arrêterai là-dessus. En 1936, j'ai consulté pas des cahiers, pas des brochures, des plans détaillés, des brochures de formation du Parti communiste français avant, comment dirais-je, non, c'est 35, donc c'est des choses qui sont imprimées avant le tournant du Front populaire, c'est juste avant. Donc on est encore dans les restes de la période classe contre classe, pour le dire vite, même si, bon, les choses, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de changer les plans, enfin, voilà, j'ai consulté celui-ci. Et là, dans les références pour l'histoire de la Révolution française, vous avez certes Jaurès, mais vous avez aussi Kautsky. Vous avez cette référence, je ne vais pas dire classe contre classe, parce que ce serait mélanger deux contextes qui n'ont rien à voir, mais en tout cas, cette idée qu'il faut analyser la Révolution française comme une révolution avant tout bourgeoise, animée par des processus, des luttes de classe et autres,
et pas nécessairement la valoriser pour l'ancrer dans le socialisme républicain. Ça, c'est un exemple qui me paraît intéressant. L'autre, cette fois-ci en URSS, une archive que j'étais tombé au RGSP, charmant endroit que certains d'entre vous connaissent, à Moscou, en 1939, il y a le 150e de la Révolution française, y compris en URSS, dans un contexte très particulier, toute une série d'appareils, comment dirais-je, de brochures, de livres scolaires sont publiés sur la Révolution française. Et vous avez notamment, cité directement la source, un petit ouvrage, La Révolution française bourgeoise du XVIIIe siècle, recueil historique et littéraire, édition pédagogique d'État du Commissariat du peuple de l'instruction publique de l'Union soviétique. Réédité en plus après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est publié directement en français, mais pour les élèves et étudiants qui connaissent le français et qui apprennent l'histoire de France dans ce genre de brochure. Alors je la lis. Ça me dit quelque chose, etc. Il n'y a pas de référence bibliographique ou très peu. Et en comparant avec le texte de Kautsky de 1889, c'était recopié. Des chapitres entiers recopiés, on dirait aujourd'hui on paye piller, mais qu'importe, parce que vous savez, pour un certain nombre d'entre vous, que prononcer le mot de Kautsky en 1939 en URSS risquait de vous attirer quelques ennuis au regard du renégat que Lénine a qualifié à partir de 1918-1919. Et donc j'avais mené ma petite enquête ensuite, et vraiment je m'arrête là-dessus. Kautsky, même ses écrits d'entre-deux-guerres, étaient traduits toujours en russe et diffusés parmi les cadres, un certain nombre de cadres, secrètement, pas publiés officiellement à l'autre. Donc on voit bien à quel point cette matrice-là de la social-démocratie allemande, même sur des questions historiques et autres, a pesé à tel point que vous avez des gens qui ont repris ces brochures-là, qui, de noms imprononçables dans le contexte politique de l'époque, mais dont la matrice était toujours opérante dans le contexte de ce qu'était l'URSS d'entre-deux-guerres. Je m'arrête là-dessus. Oui, non, rapidement. Oui, alors justement, suite à cette Parlez bien fort parce que... Suite à ce propos, on va savoir aussi quelles appréciations vous portez sur les relations entre Lénine et puis Jaurès. On prend une série de questions. Rapidement, Lénine a globalement une piètre opinion de Jean Jaurès dans l'état de la Révolution. Il parle des jaurécistes comme un sous-courant de la social-démocratie qui a mené à la faillite de 14, pour le dire très vite. Mais par contre, Lénine a une appréciation positive dans un texte. Il a écrit de l'histoire socialiste de la Révolution française, où il dit que c'est un texte qui a des aperçus intéressants. Je ne suis pas sûr que Lénine l'ait lu de A à Z, mais enfin, il a consulté cette histoire. Mais non, globalement, Lénine a une vision très négative, ce qui n'est pas le cas de tous les bolcheviks, puisque par exemple Trotsky, lui, a écrit un très beau texte. On peut penser du bien ou du mal de Trotsky après, c'est un autre problème, sur Jean Jaurès, qui est vraiment un portrait flamboyant. D'ailleurs, on sent que Trotsky se sent un peu à la même hauteur au niveau des tribuns et autres. Je pense qu'il se voit aussi comme il le classe avant tribun. Mais Jaurès a été ensuite eu quelques ouvrages, articles en URSS et autres, mais globalement il a toujours été assez mal vu de la vulgate soviétique, pour le dire rapidement. Et chez Lénine, il y a vraiment quelques textes en passant. Enfin, il n'y a pas un texte d'analyse du socialisme républicain dans son contexte pour dire qu'il faut critiquer tel ou tel. Et ça c'est un des exemples d'ailleurs qui montre à quel point Jaurès est quelqu'un qui ne compte absolument pas pour un certain nombre de militants sociodémocrates est-européens. Pour eux, c'est... Ah, par contre, pour eux, c'est Kautsky, Bebel, tout ça. Voilà. Jaurès, c'est une espèce de niaiserie bourgeoise française. C'est du républicanisme mal dégrossi. Enfin, il y a vraiment l'idée même d'en parler plus. Mais pourquoi ? Après, il sera un peu mis comment dirais-je, parmi les précurseurs, mais c'est pas quelqu'un qui est quand même beaucoup valorisé. Après, il y a deux choses. Il y a Lénine, les textes de Lénine, et après le panthéon soviétique qui a été un petit peu, comment dirais-je, élargi sur un certain nombre de points. France-Allemagne, mais en fait, on voit bien que via le thème révolutionnaire, forcément, ça intègre l'Union soviétique et ça devient une circulation beaucoup plus compliquée. Et avec Buonarroti aussi, on a un cas d'école. Vous avez évoqué le rôle du chartisme, etc. Et j'ai l'impression que ça passe souvent, cette internationalisation, par des traductions.
des opérations de traduction qui sont faites des textes, traductions qui circulent quelquefois de manière invisible, comme l'exemple de Claude. Cette notion de justement d'utopiste, de précurseur, là aussi on est dans une généalogie, et pour moi c'est assez émouvant de voir des jeunes chercheurs revenir sur des textes canoniques et finalement d'une certaine manière concourir à une remise en place d'une généalogie de précurseurs qui avait été quand même un élément très fort de la constitution d'une culture commune communiste, qui avait un peu disparu avec les éditions sociales, mais aussi avec une certaine conception du rapport du Parti communiste à cette histoire, qui, d'une certaine manière, sortait justement de cette vision généalogique en disant bon, aujourd'hui le communisme il se reconstruit, on fait autre chose, etc. Et dans ce cadre-là, je me demandais, nous au Cahier d'Histoire, on avait produit aussi un numéro il y a déjà 15 ans sur les communistes de la première moitié du 19e, en essayant avec Alain Maillard aussi justement de sortir de cette idée de précurseur, c'est-à-dire en étudiant les étapes pour elles-mêmes et pas dans une chronologie théologique. Et la question que je voulais te poser, c'est la place là-dedans justement des utopies, des textes politiques anglais, c'est-à-dire des révolutions du XVIIe siècle, qui sont de fait peu valorisées, enfin, et qui, par ailleurs, ont quand même beaucoup circulé, enfin, le renouvellement de la pensée politique du XVIIIe tire beaucoup de choses des succès et de ce qui est ressenti comme des échecs de ces révolutions du XVIIe. Donc je voulais un peu te demander si là-dedans il y avait des échos de ces... Sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'utopie, la transformation de l'utopie de la communauté des biens en programme politique, évidemment, je me suis heurtée à... en tout cas, j'ai dû affronter d'une manière ou d'une autre la question du socialisme utopique, des caractérisations de Marx. Et disons que je me suis à la fois beaucoup appuyée sur la grande tradition des historiens communistes de Babeuf et du babouisme, qui constituent des sources pour les recherches qu'ils ont faites, etc., qui restent irremplaçables. Mais évidemment, effectivement, ça a dominé une espèce de lecture, alors, disons, très orientée vers l'avènement du marxisme dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui était très orientée vers ça. Par exemple, c'est ce que j'ai essayé de dire, peut-être dans la présentation sans avoir le temps de le développer assez, mais ce dont on se rend compte, en tout cas, quand on analyse la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu'à Babeuf, sans aller, disons, au-delà, on se rend bien compte que la distinction socialisme utopique et socialisme scientifique, qui aura lieu après, c'est une distinction qui est tout à fait opérante pour comprendre la démarche de Marx, sa propre différenciation avec les socialistes de son temps, mais ça ne marche qu'en partie pour le XVIIIe siècle, dans la mesure où justement Babeuf, il est vraiment indissociablement à la fois un héritier de l'utopie, du contenu utopique d'un certain nombre de textes, et il y a une des chercheuses qui parlait de Babeuf en disant c'est un utopiste de combat, c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment l'utopie qui devient un programme politique. Donc on a, en tout cas les deux tendances, on va dire, elles sont complètement synthétisées chez Babeuf. Il n'y a pas encore cette séparation entre deux formes de communisme, l'un effectivement, Marx a raison, littéraire ou du moins anti-révolutionnaire, parce qu'au XIXe siècle, les gens comme Fourier, en tout cas Fourier c'est sûr, rejettent la Révolution française. Il dit que c'est vraiment que c'est mal, la violence révolutionnaire, que c'est pas comme ça qu'on fait une société différente, que c'est certainement pas comme ça qu'on construit la communauté des biens. Donc de ce point de vue-là, effectivement, Babeuf n'est pas un socialiste utopique au sens où le seront ceux du XIXe siècle.
Et d'ailleurs, Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, ne classent pas Babeuf avec Fourier, Cabet ou Owen. Ils ne le font pas. Ils disent c'est un des premiers à avoir exprimé les revendications du prolétariat, ils ne le classent pas dans la même catégorie. Donc ça permettait, alors qu'effectivement on trouve quand même, la place de Babeuf, en tout cas ça m'a permis, disons, de le replacer effectivement dans un paysage politique qui n'est pas le même effectivement que celui du XIXe siècle. Effectivement, en même temps, la perspective généalogique, je pense qu'il ne faut pas complètement l'abandonner, parce que, quand même, et Buonarroti en est vraiment une des figures majeures, il y a un passage. Il y a un passage humain, il y a un passage politique, il y a un passage théorique de communisme du XVIIIe, qui ne s'appelle pas encore le communisme, enfin jusqu'en 1795, ça ne s'appelle pas le communisme, au communisme, y compris au marxisme, le communisme de Marx, il est aussi héritier de tout ça. Donc il ne s'agit pas non plus de découper l'histoire en morceaux et de ne pas voir qu'il y a quand même des continuités, des héritages, etc. Et donc il faut... on est arrivé je pense à un stade où on arrive, en tout cas on commence à arriver peut-être à mettre tout ça un peu à plat et à se protéger d'une téléologie qui déformerait complètement les propos des auteurs du XVIIIe siècle, qui amènerait à les voir de manière pas juste, mais en même temps sans non plus tomber dans le travers de certains chercheurs qui saucissonnent tellement tout qu'il n'y a plus aucune logique continuiste, qu'on ne comprend plus rien en fait, on voit comment les idées sont passées, tellement tout est atomisé, tout est compartimenté, et je pense que ça ne va pas non plus, quoi. C'était pas ta question, mais c'était ce que... Voilà. Et alors, quant aux utopistes du XVIIe, il y a un truc, c'est quand même que il y a, au XVIIIe siècle, la question sociale, en France, même avant la Révolution française, elle émerge de manière très très forte. Et dans les débats révolutionnaires du XVIIe siècle, la question sociale, franchement, elle n'est pas du tout aussi présente, quoi. Les utopistes du XVIIe siècle, il y en a, il y a l'utopie de Harrington, mais l'utopie de Harrington, elle est plutôt, l'Océana de Harrington, elle n'est pas du tout orientée, au contraire, c'est plutôt, c'est l'aspiration à la République des petits propriétaires. Donc c'est l'égalité politique qu'on cherche, effectivement, c'est on combat le despotisme, etc., l'absolutisme, mais on n'est pas encore dans des revendications d'égalité sociale, vraiment. Donc, en tout cas, il y a un seul révolutionnaire du XVIIe siècle qui est un peu le Babeuf de la Révolution anglaise, c'est Winstanley, Gérard Winstanley, mais qui n'est pas... Alors, justement, j'ai cherché chez Morelli, chez Mably, chez Babeuf, il n'y a aucune mention de Winstanley. Il y en a une chez Mably, je crois, mais il le met un peu... il s'en inspire pas tellement, alors que Winstanley a essayé dans une région de l'Angleterre, a essayé de faire une petite communauté, et puis il s'est fait évidemment... il s'est fait battre par la troupe, quoi. Mais donc il avait essayé de mettre en œuvre le communisme à une toute petite échelle, dans une petite région, et il avait écrit des choses. Mais ce qui est transmis de la Révolution anglaise au XVIIIe siècle, y compris chez Mably, c'est beaucoup plus John Locke, qui n'est pas un utopiste et qui n'a rien à voir avec l'égalité sociale, que des gens comme Winstanley ou d'autres courants comme les anabaptistes, etc., qui existaient avant et qui étaient beaucoup plus aspiration à l'égalité, alors matinée de mysticisme chrétien, mais qui étaient beaucoup plus sur la communauté des biens. Voilà, donc les transferts se sont faits, mais plutôt du côté, pas forcément du côté de l'égalité sociale, me semble-t-il. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu... Merci beaucoup. C'est un vaste chantier. Il y a une campagne qui se développe contre le nationalisme présumé titiste. Et à cette occasion, il y a un article qui est publié dans une revue théorique soviétique qui fustige tous les écrits français de la période de la Libération qui insistaient beaucoup trop sur les racines françaises du socialisme et du communisme. Les cibles, c'était Garaudy et Soboul, 1789. Pourquoi ? Parce qu'il reprend la tradition jaurésienne et donc il sous-estime le fait que la révolution est purement bourgeoise. Et ça donne en France un article de Jean Popren, au début des années 50, qui reprend l'argumentaire. Et en fait, la base de l'argumentaire, c'est l'analyse kautskienne. Bien entendu, ça ne se dit pas, parce que ça ne peut pas se dire comme tu le dis, mais là, une fois de plus, on mobilise Kautsky contre
au fond, la vision jaurésienne qu'incarne alors ce Gaulle comme le PC depuis 1939, depuis le 150e anniversaire de la Révolution. Et je veux ajouter juste un mot à ce que dit Roger Martin. C'est un des fustigateurs de ce bulle, c'est François Foulet. C'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus connecté, si je puis dire, pour employer des termes très modernes, que ce que beaucoup d'historiens sur Jaurès ont pu dire. Et ce serait la même chose avec l'URSS en 1939, après la réhabilitation de Pierre le Grand, après la russification d'un certain nombre de choses. On pourrait se dire, bon là, il n'y a plus d'enjeu, alors que les textes circulent, les choses s'échangent encore, et ça c'est d'une certaine manière plus inattendu, et c'est d'autant plus intéressant que d'appliquer des méthodes à des objets dont on penserait de prime abord qui seraient réglés parce que étroits, chauvins, nationaux, dans le mauvais sens du terme. Source que je vais vous présenter aujourd'hui, mais néanmoins ma position d'archiviste me permet d'avoir un regard plutôt intuitif sur les archives et non pas interprétatif. Bon. Une fois cela dit, je vais organiser mes propos en deux temps, puisque l'objet de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de présenter une brochure que vous pouvez trouver ici. J'en ai ramené quelques exemplaires si ça intéresse. En l'occurrence, un inventaire d'archives, l'inventaire des archives Paul Lafargue déposé aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Donc j'organiserai mes propos en deux temps. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'histoire d'un fonds qui, nous le verrons, nous conduit jusqu'à Moscou et plus particulièrement vers le RGASPI, héritier de l'Institut du marxisme-léninisme de l'Union soviétique. Et dans un deuxième temps, et de manière assez brève, je présenterai cet inventaire qui a été publié, je le rappelle, parce que nos finances publiques sont assez problématiques dans les temps qui courent, donc qui a été publié avec le soutien des fondations Gabriel Péry, Jean Jaurès, mais également avec le laboratoire de Jean Dumas, en l'occurrence l'Institut de recherche interdisciplinaire Hommes et Société de l'Université de Rouen. Voilà. J'appuie mes propos, parce que je vais citer quand même beaucoup de noms, sur cet arbre généalogique de la descendance de Marx, et notamment de la descendance française de Marx. Alors le fonds Paul Lafargue, comme je le disais, appartient au fonds de la Direction nationale du Parti communiste français, fonds qui est en dépôt dans ma structure publique, dans la structure publique dans laquelle j'évolue, en l'occurrence les archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Ce fonds entre donc dans le périmètre de la convention passée entre le Parti communiste et le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, mais également dans le périmètre du classement par l'État des archives du Parti communiste français. Alors, lorsque les archives ont été physiquement prises en charge par notre service, la présence d'un fonds Paul Lafargue, mort en 1911, donc jamais membre du Parti communiste français, était une demi-surprise. On savait que Paul Lafargue était l'une des références d'un parti ayant cherché à s'inscrire dans l'histoire du socialisme français. On savait également que l'auteur du droit à la paresse avait été le gendre de Karl Marx. Mais on savait, d'autre part, que la violence avec laquelle le neveu de Paul Lafargue, Jean Longuet, avait été combattu par la fraction de la SFIO favorable à l'adhésion de l'Internationale communiste lors du congrès de Tours. Violence qui aurait pu interdire toute forme de proximité entre la famille Longuet au sens large et le Parti communiste. L'histoire de ces archives apparaissait donc obscure, et la question que nous nous sommes posée avec Jean Dumas, c'est comment était-elle parvenue au Parti communiste français? Alors, la seule trace matérielle de la réception de ces archives par le Parti communiste français était une mention manuscrite portée sur un registre d'entrée des fonds de la bibliothèque marxiste de Paris. Alors la bibliothèque marxiste, c'est une structure qui a été fondée au milieu des années 1950, qui était initialement destinée à recevoir des ouvrages à vocation historique. Mais au fil du temps, elle a également été amenée à conserver des fonds d'archives papier, et la mention indique que les archives ont été reçues par le parti en 1950. La date demeure néanmoins aléatoire, puisque le registre a été manifestement ouvert postérieurement en 1950, et que cette indication repose probablement sur les souvenirs et témoignages des différents protagonistes. Donc les informations autour de ce fonds étaient extrêmement lacunaires, et nous avons entrepris de travailler sur l'histoire de ces archives, pour tenter de comprendre leur cheminement. Alors le résultat que nous publions en ouverture de cet inventaire propose in fine plusieurs hypothèses.
certes étayés, mais qu'il faudrait en partie encore corroborer. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais je vous propose les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Alors, le premier regard que nous avons porté sur les archives lorsque nous avons ouvert les dossiers a montré qu'il ne s'agissait pas d'un fonds personnel stricto sensu. Si la majorité des documents étaient de la main de Paul Lafargue, d'autres avaient été produits ou réunis par Charles et Jenny Longuet, mais également par Laura Lafargue, la femme de Paul Lafargue et la fille de Karl Marx. Par ailleurs, certains documents étaient postérieurs à la mort de Lafargue, notamment une lettre de Jean Longuet à Marcel Longuet datée de 1932. Assez rapidement, nous avons conclu que les archives Lafargue étaient un fragment d'archives familiales, celle de la descendance française de Marx, c'est-à-dire les familles Lafargue et Longuet. Alors, plusieurs éléments militaient en faveur de cette hypothèse. D'abord, les propos d'Émile Bottigelli, un intellectuel communiste spécialiste du marxisme, qui évoque dans l'un de ses articles que Friedrich Engels procéda à la mort de Karl Marx au classement des archives de celui-ci, et les documents politiques furent confiés au Parti social-démocrate allemand. Les papiers familiaux furent quant à eux conservés au sein de la famille et revinrent aux deux filles de Marx encore en vie à l'époque, Éléonore, qui devait disparaître sans laisser d'enfant, et Laura, enfin, et deux parmi les trois, non, il y avait deux filles en vie, oui. Éléonore et Laura, l'épouse de Paul Lafargue. Donc, il s'agit ici, selon nous, du noyau initial d'archives familiales auxquelles furent jointes avec le temps des archives des filles et gendres de Marx. Il est vraisemblable que ces archives familiales furent conservées par Paul et Laura Lafargue après la disparition d'Éléonore, puisqu'à la mort du couple, puis à la mort du couple par leurs neveux et nièces. Alors, selon le biographe de Lafargue, Jacques Massé, Edgar et Marcel Longuet furent désignés exécuteurs testamentaires de leur oncle. Jenny Longuet, leur nièce, et Jean Longuet furent écartés. Jean Longuet pour des raisons politiques. En tout état de cause, c'est bien Edgar et Marcel, donc que l'on trouve ici, qui ont joué un rôle essentiel dans la conservation puis dans la dispersion des archives détenues jusqu'à leur mort par le couple Lafargue à Draveil, donc leur mort en 1911. Alors les recherches que nous avons menées nous portent à penser que le fonds familial fut avec le temps scindé en trois ensembles. Un premier ensemble a été conservé par Marcel Longuet puis par son fils Marcel Charles. Ces archives ont été redécouvertes puis conservées par Émile Bottigelli, qui en a fait le matériau pour la publication des 3 tomes de la correspondance croisée entre Engels, Paul et Laura Lafargue, ouvrage paru dans la seconde moitié des années 1950. Le deuxième ensemble, dont l'inventaire dactylographié est conservé au musée d'histoire vivante de Montreuil, a été donné à Jacques Duclos par Blanche Longuet, la femme d'Edgar Longuet, après la mort de ce dernier en 1950. Là, on est entre 1950 et 1951. Le dernier ensemble est le fonds Paul Lafargue, aujourd'hui conservé aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Son parcours demeure hypothétique. Nous avons néanmoins déduit que c'est également par le canal d'Edgar Longuet que ces archives sont arrivées au Parti communiste français. Edgar a en effet été adhérent au Parti communiste qu'il a rejoint en 1938. Nous ne savons pas s'il a remis, nous savons également qu'il a remis avant la Seconde Guerre mondiale des documents au musée de l'histoire vivante de Montreuil, émanation muséographique du Parti communiste, inaugurée à l'occasion du 150e anniversaire de la Révolution française. Et parmi les documents qu'il avait remis, quelques originaux de Karl Marx, d'Engels, mais également de Paul Lafargue. Alors de ces 3 ensembles, seul le dernier, le fonds Paul Lafargue, demeure en France. Les 2 autres ensembles ont selon toute vraisemblance rejoint les institutions soviétiques. Les documents réunis par Bottigelli auraient été remis à l'Institut du marxisme-léninisme de Moscou par la veuve Bottigelli après la mort de ce dernier. Là, on est à la fin des années 70. Alors cette hypothèse reste à valider, mais les correspondances internes à l'Institut du marxisme-léninisme, qui est aujourd'hui devenu le RGASPI, donc ces correspondances ont été consultées par Jean-Lumas Ducange et montrent que des contacts existaient entre l'IML et la veuve Bottigelli qui s'était engagée à remettre à l'Institut soviétique les documents originaux conservés de son vivant par son mari. Alors cette hypothèse nous a été confirmée par le fils d'Émile Bottigelli que nous avons réussi à retrouver et à joindre par téléphone.
Alors, les documents remis à Jacques Duclos par Blanche Longuet ont, quant à eux, simplement transité par le PCF. Il apparaît que ces archives ont été séquestrées un temps par la police au moment de l'affaire des pigeons. Elles ont finalement été récupérées par le parti et ont également rejoint l'Union soviétique. Le dernier ensemble, de ce que nous en savons grâce à un inventaire manuscrit réalisé en 1951 ou 1952 par un certain Paul Boutonnier, que d'aucuns connaissent ici, ce dernier ensemble a été partiellement dispersé. Dans ce fragment d'archives familiales demeuraient des documents de la main de Marx et d'Engels, mais également des correspondances de Jules Gued. Ces documents ont manifestement été extraits du fond pour rejoindre l'Union soviétique. Alors, si la plus grande partie des archives familiales originales de la descendance française de Marx a quitté la France, il n'en demeure pas moins que le fonds du Parti communiste français en a conservé la trace. En effet, la copie microfilmée des documents Bottigelli a été conservée par la Bibliothèque marxiste de Paris, sans que l'on sache qui a réalisé les clichés. Donc, les archives remises par Jacques Duclos à Jacques Duclos par Blanche Longuet ont été photocopiées par le Parti communiste français avant leur départ pour Moscou. Ces photocopies existent toujours et ont été microfilmées, pareil, par les services de la Bibliothèque marxiste de Paris. Enfin, la dernière partie constitue le fonds Paul Lafargue. Donc, depuis la France et à partir des archives du Parti communiste français, il a finalement été possible d'écrire une histoire des archives Paul Lafargue et au-delà des archives de la descendance française de Marx. Pour autant, certains aspects de cette histoire demeurent flous, des hypothèses restent à confirmer. La dispersion des archives familiales de la descendance française de Marx s'inscrit néanmoins dans un double contexte, national et international. National, car le Parti communiste français a porté une attention précoce aux archives de certains dirigeants socialistes français dont il revendiquait l'héritage. Et c'est à cette lumière qu'il faut concevoir l'ouverture du musée d'histoire de Montreuil. Et international, car le temple du marxisme demeurait l'Union soviétique, patrie du socialisme, où devaient converger les traces historiques laissées par les fondateurs de la théorie, au premier rang desquels Marx et Engels. Alors les enjeux mémoriels ont néanmoins sérieusement compliqué la tâche des archivistes, puisque les fonds ont été éclatés, certaines pièces rejoignant des collections à vocation muséographique. Mais avec les documents de notre possession et leur croisement avec les sources du Vergaspi notamment, ce croisement nous autorise à penser que l'unité initiale du fonds de la descendance de Marx en France pourrait sans trop de difficulté être reconstituée intellectuellement et pourquoi pas à terme envisager un projet de numérisation pour reconstituer ce fonds familial original et en simplifier l'accès au public. C'est à cet égard que je vais vous montrer quelques documents issus d'une expérience que nous avons faite aux archives départementales, en l'occurrence la numérisation de certains documents Marx, a priori de certains documents donc microfilmés, les originaux étant probablement l'Union soviétique. Donc nous avons fait cette expérience de numérisation de clichés, on voit extrêmement mal, de clichés initialement clichés, ou voisines, comme je peux vous montrer ici, si jamais. Ou voisines des affiches, donc là, de l'entre-deux-guerres. Là, ça va intéresser Serge. Des journaux clandestins. Là, c'est les mêmes des extraits un petit peu au hasard qu'on a fait au sein de cette microphotothèque, mais également des choses assez exceptionnelles, et notamment des photographies. Et on voit quand même, donc là on voit Paul Vaillant-Couturier en Espagne, pendant la... Voilà ce que je voulais vous proposer. Je finirai en vous présentant... Oui, alors, bien entendu, ces opérations de masse nécessitent des moyens humains et financiers assez considérables. Et les moyens qui nous sont offerts, notamment aux archives départementales, ne permettent pas forcément d'engager ce type de chantier extrêmement chronophage. Alors, en ce qui concerne l'inventaire plus précisément, je voulais faire un petit peu de pédagogie archivistique, on va dire, parce qu'un inventaire reste quelque chose de relativement aride pour un historien.
Néanmoins, surtout quand il est pièce à pièce. Néanmoins, voilà comment il s'organise. Donc, l'originalité de ce travail a été donc, ces propos liminaires rédigés par Jean Numa et moi, c'est-à-dire par un archiviste et un historien. Et nous avons confronté nos points de vue, nos réflexions, nos conclusions. Et je pense que ces propos liminaires donnent quand même un certain nombre d'éléments assez intéressants qui sortent du fond stricto sensu et qui nous permettent de réfléchir à des enjeux archivistiques bien plus internationaux autour de la descendance des archives de la descendance de Marx. Alors qu'est-ce que je voulais dire en particulier? Une notion qui donne plus d'éléments sur le fond Lafargue, des éléments de contexte de production qui reviennent sur l'histoire, l'historique du fond. Donc ces éléments qui permettent à l'historien, qui sont rarement lus, mais qui permettent néanmoins à l'historien de critiquer ses sources. Voilà, donc une attention a été portée aussi à l'appareil de sources complémentaires qui permettent de naviguer dans d'autres institutions archivistiques. Une bibliographie donc, qui a été publiée, qui a été effectuée par Gilles Candard et Jean-Numa Ducange, augmentée de quelques livres sur le contexte de production des archives. Voilà, puis un inventaire pièce à pièce, avec des annotations qui permettent pareil de donner des indications. De ces 3 volumes de correspondance, c'est que les clichés n'ont pas été réalisés avec ordre, en l'occurrence, documents qui montrent la typologie des documents, donc beaucoup de documents manuscrits, un diplôme de médecine obtenu par Lafargue, et un document assez extraordinaire qui est alors un manuscrit de Jaurès, mais également le carnet d'adresse de Paul Lafargue, et qui permet a priori peut-être potentiellement de faire une sociologie des socialistes au début du XXe siècle. La lettre de Watteau à Marx, donc autour de la mort de donc qui était le docteur de médecin personnel de Blanqui. Écoutez, je m'en arrête là. Le document est à votre disposition. Il y en a quelques exemplaires. Et je rends la parole. Merci. Et on fera le débat ensuite sur l'ensemble. D'accord. Merci. Pour ma part, je voudrais revenir sur un travail éditorial en cours, donc celui de la GEM, la grande édition Marx & Engels en français. Alors comme ce travail a déjà été présenté à plusieurs reprises, je vais me contenter ici de rappeler quelques éléments, surtout de présenter des projets en cours, et puis de m'arrêter sur 2 publications récentes qui sont de nature différente, qui illustrent assez bien, je pense, le travail de la GEM. D'une part, une traduction inédite, le chapitre 6 du Capital, puis d'autre part, une réédition, celle de l'idéologie allemande. Alors, concernant la GEM, d'abord, il faut reconnaître, je crois, pour commencer, que nos travaux avancent lentement, faute de moyens plus importants, essentiellement, en tout cas trop lentement à notre goût et à celui de nos lecteurs, mais qu'ils avancent néanmoins, ce que je vais m'employer à prouver, grâce au soutien de la Fondation Gabriel Ferry, grâce à celui aussi du Centre national du livre, grâce au travail acharné des éditions sociales et de son éditeur Richard Lagache, grâce enfin, bien évidemment, aux différentes équipes de traducteurs constituées depuis le début de ce projet, traducteurs nombreux, plus en plus nombreux d'ailleurs, et qu'il serait trop long de tout citer ici. Je vais rappeler donc simplement que sont parus aux éditions sociales Nouvelles Formules, pour le moment, 2 séries d'ouvrages, donc des traductions nouvelles d'une part, qui sont représentatives du projet GEM à proprement parler, et des rééditions, des réimpressions plus exactement d'autre part. Avant de prendre les 2 exemples dont je parlais à l'instant, je voudrais rappeler donc que la nouvelle traduction de la critique du programme de Gotha, qui avait été effectuée par Sonia Dayan-Herzbrun, le volume dont l'introduction a été rédigée, et l'appareil critique ont été rédigés conjointement par Sonia Dayan-Herzbrun et par Jean-Numa Ducange. Par ailleurs, la GEM a réimprimé en un volume au lieu de 2 la traduction des manuscrits 1857-58, Compresseur, traduction dirigée par Jean-Pierre Lefebvre en 1980. Est en cours, pour en venir au projet présent, et d'ores et déjà très avancé, la préparation de 2 volumes qui sont consacrés aux œuvres du jeune Engels, qui comporteront de nombreux textes inédits en français,
volume à paraître le premier en octobre 2014, traduit par une équipe constituée autour d'Emmanuel Renaud, et le second au printemps 2015, traduction proposée par Michel Lhomme et Thierry Lavica, un volume présenté par Fabrice Bencini. Et ces volumes nous fourniront l'occasion, vous en serez avertis, d'une grande initiative publique. Autre publication événement à venir prochainement, dont la préparation est là encore très avancée, c'est celle des 4 volumes des articles du New York Daily Tribune qui devraient commencer à l'automne 2015. Et ces articles, là aussi, sont en grande partie inédits en français. Ils sont des textes de la plus haute importance, puisqu'ils donnent à voir les analyses politiques, sociales de Marx et Engels à l'échelle mondiale, bien loin de l'européocentrisme qu'on leur prête souvent. Nous avons également programmé d'autres projets ambitieux. La révision de la traduction du livre 1 du Capital et des Grands Trisseurs par leur traducteur initial, Jean-Pierre Lefebvre. Au programme également la reprise de la traduction de la correspondance, une correspondance qui existe de façon partielle à ce jour aux éditions sociales. Donc reprise de cette traduction par une équipe de jeunes philosophes et germanistes qui sont d'anciens élèves de l'ENS, Jean Quétier, Guillaume Fondu, Anthony Burlot et Clément Fradin. Et à ce panorama s'ajoute une perspective plus immédiate liée au programme de l'agrégation de philosophie que rappelait Serge ce matin, qui inclut donc Marx, ce qui est tout à fait inédit, parmi les auteurs au programme. Et Marx a été présent parmi les auteurs du programme de l'oral, il n'avait jamais été présent parmi les auteurs du programme de l'écrit d'agrégation. Alors nous allons profiter de cette circonstance pour rééditer des textes épuisés, accompagnés d'appareils critiques qui seront en partie rénovés pour la circonstance, mais aussi nous allons en profiter pour engager à cette occasion, là encore, de nouvelles traductions entreprises par l'équipe que je viens de mentionner qui traduit la correspondance. Il s'agit d'une part de la nouvelle traduction des premières et deuxièmes parties de l'idéologie allemande, une version rénovée à partir du manuscrit publié par la Méga dans le Marx Engels Jahrbuch de 2003, et d'autre part la retraduction de la contribution à la critique de l'économie politique, l'introduction de 1857, la parution de ces 2 traductions étant très prochaine puisqu'elle est fixée à septembre prochain, septembre 2014. Bref, comme la taupe qui creuse en silence mais en profondeur, pour reprendre une image chère à Marx et à Shakespeare avant lui, la gemme avance, souterrainement, mais elle avance. Et j'en viens à 2 exemples précis du travail déjà réalisé pour développer un peu plus 2 questions qui sont à relier entre elles et qui retrouvent les questions qu'on a abordées ce matin dans les interventions qui ont précédé la mienne. Alors, d'une part, ce travail éditorial rigoureux que nous menons, je voudrais souligner ici, et puis d'autre part, les enjeux maintenus, renouvelés, de la lecture des œuvres de Marx et Engels aujourd'hui, à travers aussi les réceptions diverses et les croisements internationaux dont ces réceptions sont l'occasion. Je commencerai très brièvement dans les 2 cas par quelques remarques sur le chapitre 6. Donc ce volume qui est paru en 2010 c'est un bon exemple du travail que nous menons. Il s'agit d'une traduction nouvelle et d'une présentation par une équipe composée de Gérard Cornillet, Laurent Prost et Lucien Sèvres de cette œuvre de statut très complexe. Ce chapitre 6 fait partie en effet des manuscrits préparatoires au Capital, manuscrits de 1863-1865, et il n'a pas été retenu finalement par Marx dans la version du Capital parue en 1867. C'est pour cette raison qu'il a été qualifié d'inédit, alors que ce chapitre a été publié un certain nombre de fois. Je continue de l'appeler inédit pour cette raison. Il a pour sous-titre résultat du procès de production immédiat. Alors, ce texte et le fait qu'il ait été écarté par Marx lui-même donne bien à voir, il me semble, les remaniements constants et profonds que Marx fait subir au plan du Capital, la construction du Capital pendant toute la période de sa rédaction. Ces questions de plan ont été discutées depuis longtemps par les spécialistes, mais le grand public, disons, le public intéressé par Marx, ignore souvent à quel point l'œuvre de Marx est tout sauf figée et monolithique. Et la publication en volume séparé de ce chapitre souligne bien le croisement entre les préoccupations théoriques, disons, les plus pointues de Marx et son souci, partagé avec son éditeur, parfois imposé d'ailleurs par son éditeur, de rendre relativement accessible et lisible une œuvre, certes ardue, savante,
mais qui n'est pas vouée à être une publication strictement académique destinée aux seuls savants. On le voit bien avec cet ouvrage-là. Néanmoins, sur ce plan, les choses demeurent complexes, et concernant ce retrait du chapitre 6, l'introduction de nos 3 spécialistes souligne les hypothèses multiples qu'on peut faire, donc aux antipodes cette fois des présentations quelque peu hagiographiques, c'est-à-dire qui ont prévalu pendant longtemps, ou de l'absence plus récente de mise en contexte, qui continue de prévaloir dans l'édition française de Marx et d'Engels à certains égards, et qui rend très difficile, presque impossible, la compréhension d'une telle œuvre. Je cite la préface, un petit extrait de cette préface. Les auteurs disent « Au total, il faut convenir que nous ne savons pas de façon certaine pourquoi ce texte majeur est resté inédit du vivant de Marx. Longuement ignoré, le chapitre 6 demeure une œuvre singulière, moment marquant dans l'approfondissement de la critique de l'économie politique, riche de développement sur d'importantes questions dont on ne trouve pas l'équivalent dans les autres écrits de Marx, qui en rend l'étude et la lecture irremplaçables. » Alors on trouve cette prudence informée, je dirais, de la part de cette équipe, dans le glossaire qui accompagne l'appareil critique et qui explicite les choix de traduction et les concepts centraux et débattus. Très rapidement, quelques exemples très peu nombreux par rapport à l'ensemble des termes contenus dans ce glossaire. Citons les termes de Stoff et Stofflich, qui désignent donc ce qui est substantiel, concret et tangible, et dont la distinction est tout à fait importante avec un autre terme qui est celui de matériel, qui désigne là de façon plus directe ce qui est matériel. Il en va de même donc, concernant aujourd'hui ce vocabulaire qui retrouve beaucoup d'importance dans les travaux critiques et dans les travaux à partir de Marx et du marxisme, le vocabulaire de l'aliénation. Donc un soin particulier a été apporté par les traducteurs à la traduction de cette constellation de termes qui ont à voir avec la question de l'aliénation. Entfremdung, Enteilserung, Veräußerung, tous ces termes donc, supposent un soin particulier pour procéder à des choix de traduction et justifier ces choix de traduction, ce que fait l'appareil critique du volume. Et là aussi, au-delà des choix de traduction, cela montre à quel point le Marx de la maturité et du capital en particulier a continué à élaborer cette question de l'aliénation contre certaines idées reçues qui continuent d'être répandues aujourd'hui, qui datent des lectures althussériennes, et en dépit des démentis, en particulier du dossier rassemblé par Lucien Sèvres sur ces questions, on continue de courir l'idée que le terme d'aliénation aurait disparu du capital. Et voilà un volume qui montre à quel point ça n'est pas le cas. Donc, cet exemple montre aussi à quel point les questions les plus techniques en apparence, questions d'établissement du texte, questions d'histoire des traductions, histoire des éditions antérieures, les choix motivés dans la traduction des concepts clés, donc combien toutes ces questions sont chargées d'enjeux présents, pas seulement théoriques, aussi théoriques, mais pas seulement théoriques. Et en outre, il va de soi que le très grand intérêt de ces pages pour nous tient à l'étude qu'on y trouve, l'analyse très poussée qu'on y trouve de la distinction entre ce que Marx appelle la subsomption formelle et la subsomption réelle du procès de travail sous le capital. Et derrière ce vocabulaire très technique, même un peu rébarbatif, Marx analyse la façon dont le capital transforme en profondeur le procès de travail, transforme le procès de travail en procès de valorisation, et ce faisant, modifie radicalement les caractéristiques du procès de travail. Marx écrit, je cite un petit passage qu'on trouve à la page 205 du volume, avec la subsomption réelle du travail sous le capital, s'opère une complète révolution qui se poursuit et se reproduit constamment dans le mode de production même, dans la productivité du travail et dans le rapport du capitaliste et du travailleur. Il poursuit en notant les puissances productives sociales du travail se développent alors, et avec le travail à grande échelle, l'application de la science et de la machinerie à la production immédiate. Dans quelle mesure la science est-elle devenue force productive? Voilà le type même de questions qui retrouve aujourd'hui une actualité tout à fait vive, questions très débattues qui mettent aux prises, disons, pour prendre ces exemples-là, il y a évidemment d'autres mouvances autour, mais en tout cas les théoriciens du capitalisme cognitif d'un côté, les marxismes de traditions diverses par ailleurs, et qui vont s'efforcer donc de penser le rapport aujourd'hui de la science et de la connaissance, mais aussi, disons, de la culture tout entière au capitalisme.
Il est clair qu'ici, on ne peut pas reprendre tel quel les analyses de Marx, mais on trouve un ensemble de concepts et de réflexions extrêmement précieuses pour actualiser et reprendre ce débat. L'annexion de la connaissance est-elle totale par le capitalisme aujourd'hui, par exemple, ou bien est-elle impossible au-delà d'un certain point? Des formes de résistance s'y développent-elles et ouvrent-elles des perspectives politiques de dépassement, abolition du capitalisme, posant à ce moment-là, au passage, la question de la distinction justement entre dépassement et abolition sur le terrain social et politique. Bref, un ensemble de questions, un immense chantier qui ne peut se passer de textes bien traduits et qui font connaître leur principe de traduction. C'est tout à fait essentiel de préciser cela. Et en ce sens, un petit livre comme celui-là est accessible à tous les lecteurs intéressés par Marx, en même temps que destiné aussi aux spécialistes les plus concernés par ces questions. Alors j'ai un deuxième exemple, je ne sais pas si j'ai le temps d'aborder l'idéologie allemande. 5-6 minutes. 5-6 minutes. Alors, j'en viens à une œuvre donc bien différente, puisqu'elle fut rédigée par Marx Engels en 1845, à partir de 1845, l'idéologie allemande. Travail bien différent aussi de notre côté, puisqu'il s'agit ici d'une réimpression de l'édition de 1967, réalisée par Gilbert Badia et son équipe, modifiée en 1976, édition, réimpression, complétée d'une préface supplémentaire que j'ai eu la tâche de rédiger. Et cette réimpression sera, comme je l'annonçais tout à l'heure, suivie d'une retraduction à partir du moment où l'AMEGA, donc la Marx Engels Gesamtausgabe, aura terminé son travail de mise au point du volume complet et nous aura proposé une version rénovée et reconstruite du texte, tenant compte des variantes nombreuses qui ne sont pas présentes dans ce volume pour l'instant, et impliquant aussi un troisième larron, troisième auteur, en plus de Marx et Engels, qui est Weidemeyer, auteur plutôt secondaire, même très secondaire, mais il est intéressant de voir, et c'est ce qu'on verra avec cette nouvelle version du texte, de voir très nettement à la fois les marques de construction qui sont apparentes, et puis donc l'intervention d'auteurs divers pour la production de ce texte. En attendant, dans un premier temps, disons qu'une telle réimpression était urgente, réimpression à l'identique du volume de Gilbert Badia de 1976, puisque ce volume était épuisé depuis longtemps, et qu'il a laissé place, et succédé d'ailleurs à des éditions partielles de l'idéologie allemande, qu'il s'agisse des éditions séparées du premier chapitre, du seul chapitre consacré à Feuerbach, souvent les éditions se contentent de ce chapitre consacré à Feuerbach, ou bien de la version profondément remaniée et réduite, proposée par Maximilien Rebel dans le volume de la Pléiade, réédité. Le volume de la Pléiade était paru en 1963. Ce volume a été réédité aux éditions Gallimard et republié en 1994 dans la collection de poche Folio. Il fait autorité alors que le texte a été complètement modifié et on peut dire charcuté. Donc de ce point de vue-là, même si notre volume date, la qualité respective des deux éditions est absolument sans comparaison, qui a prolongé quelques polémiques. Alors ces aventures, ces mésaventures éditoriales récentes prolongent finalement des aventures et des mésaventures éditoriales passées concernant cette même œuvre. Je me concentre uniquement sur l'idéologie allemande, et cela dès l'époque de sa rédaction. C'est tout à fait intéressant de voir que cette histoire du texte est devenue constitutive du texte, dans un certain sens, puisqu'elle transparaît à travers la construction même de ce volume. Pour aller très vite, disons qu'après bien des épisodes de rédaction, je parle ici de la rédaction par Marx et Engels, après par exemple 6 rédactions successives du chapitre consacré à Feuerbach, le manuscrit qu'ils envisageaient ne sera finalement jamais complètement mis au point. Une histoire assez bien connue, celle-là. On sait aussi qu'un certain nombre de passages ont été biffés par eux. On ne sait pas trop à quoi correspondent, on ne sait toujours pas exactement si ces biffures indiquent des textes qui devaient être repris ailleurs, des fragments qui étaient destinés à être repris, ou s'il s'agit d'une façon d'annuler des passages qui ne convenaient plus à leurs auteurs. Quoi qu'il en soit, après donc, beaucoup de travail, bien des tentatives et bien des reprises, et après l'échec des négociations engagées avec l'éditeur, avec plusieurs éditeurs d'ailleurs, les auteurs, donc Marx, Engels et Weidemeyer aussi, vont renoncer à cette publication au printemps 1847, avec cette formule célèbre qui abandonne à la critique rongeuse des soumis ce volume.
Finalement, seuls quelques extraits seront publiés séparément sous forme d'articles, tandis que l'ouvrage va rester pendant très longtemps à l'état de manuscrit, conservé par Engels, puis dans les archives du Parti social-démocrate allemand. On retrouve ici les questions qui étaient abordées tout à l'heure. Dans la préface, je m'arrête aussi sur les éditions ultérieures, extrêmement intéressantes. L'histoire du manuscrit se poursuivant en effet à Moscou, après récupération très difficile d'ailleurs par David Riazanov à Berlin. Il finit par récupérer l'intégralité du manuscrit de l'idéologie allemande, et David Riazanov est à ce moment-là le directeur de l'Institut Marx Engels de Moscou, avant qu'il ne soit exécuté par Staline en 1933. Il est tout à fait extraordinaire de voir que l'acte d'accusation, par exemple, porté contre Riazanov, fait de l'édition de l'idéologie allemande, du travail éditorial qu'a accompli Riazanov pour publier ce texte, une pièce à charge. Son accusateur sera aussi son successeur à la tête de l'Institut Marx Engels, et il déclare, cet accusateur, Riazanov est resté dans le cadre des premiers travaux de Marx et d'Engels, dans lesquels ils étaient encore des hegéliens idéalistes, ou tout le moins dans lesquels la transition vers le matérialisme dialectique était en train de se produire. Ce petit texte est cité dans le Jahrbuch de la Méga consacré à l'idéologie allemande. Et c'est frappant de voir que le même auteur va changer radicalement d'avis sur ce texte au moment où il sera devenu judicieux de voir dans l'idéologie allemande la source du matérialisme dialectique de facture stalinienne. Donc on mesure bien là à quel point le travail éditorial concernant les œuvres de Marx et d'Engels a participé d'une façon ou d'une autre à l'histoire éditoriale et politique passée. Elle ne peut être séparée de la question des réceptions du texte dans un contexte historique bien défini, extrêmement chargé, parfois tragique. Et cette réception fait plus qu'orienter la lecture, encore une fois, donc elle structure et elle restructure le texte lui-même, découpe l'œuvre, lui assigne des ascendances et des descendances légitimes, interdit certaines approches, bref, tend à inclure l'interprétation dans le texte lui-même. Et notre travail, à la GEM, consiste justement non à tenter de restituer le texte tel qu'en lui-même, ce qui serait assez vain, mais en tout cas à désemboîter, à désintriquer ces couches en les rendant visibles, surtout en les rendant visibles, afin d'en faire prendre conscience au lecteur. Et cette conscience est bien entendu la condition de nouvelles lectures et de nouvelles interprétations. C'est bien notre idée. De ce point de vue-là, si l'idéologie allemande est un texte moins connu et plus lu, en tout cas que le chapitre 6 dont je parlais tout à l'heure, il n'en demeure pas moins un texte fécond. On peut là aussi juger doté d'une actualité qui n'est pas immédiate, bien entendu, mais qui est une incitation à la reprise et au retravail de ces catégories. Pour terminer très rapidement là-dessus, concernant ces idées fécondes, on peut prendre comme exemple la question des idées, justement, présentes dans l'idéologie allemande. L'idéologie allemande va relier cette question des idées à d'autres notions qui sont des apports théoriques propres à ce texte, des notions de division du travail, de rapport de propriété, d'histoire des modes de production, etc. Et là aussi, l'idée reçue est tenace qui veut que l'idéologie allemande soit un texte qui sépare de façon rigide une base et une superstructure pour mieux réduire la seconde à la première. Or, si on regarde ce texte et si on en lit la totalité, c'est bien l'analyse d'une totalité structurée et en mouvement qu'on comprend cette œuvre. C'est la division du travail pour Marx et Engels qui explique l'autonomie relative des représentations. Et c'est leur affirmation, cette autonomie relative des représentations, c'est-à-dire donc à la fois leur indépendance réelle et l'impression trompeuse d'une scission totale qui les isolerait du reste de la réalité économique et sociale. Et si on peut considérer que Marx et Engels sont alors, au moment de la rédaction de l'idéologie allemande, en effet encore loin des raffinements, disons, de la critique de l'économie politique antérieure, ils affirment déjà que ce ne sont pas les idées qui dominent les hommes, mais les contradictions de base de l'organisation historique qui se retournent contre eux. Question fameuse qu'on trouve dans ce texte, d'où vient-il que leur rapport accède à l'autonomie contre eux, que les puissances de leur propre vie deviennent toutes puissantes contre eux? Et une telle question est celle donc qui conduit à l'étude de la structuration en classes antagonistes et dans le même temps à celle de la domination d'une classe sur une autre, qui explique en dernier ressort la formation d'idées dominantes.
formule célèbre, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Et c'est pourquoi les luttes entre intérêts sociaux divergents sont aussi pour Marx et Engels une lutte d'idées, légitimant au retour la rédaction d'idéologie allemande comme tâche théorique et politique, et la poursuite parallèle de la polémique théorique et de l'analyse historique et économique par Marx et Engels au cours des années qui suivent et jusqu'à la fin de leur vie. De ce point de vue, si la notion d'idéologie va connaître en effet dans les œuvres ultérieures de Marx et Engels un relatif déclin, disons, sans jamais disparaître pour autant, on peut en conclure que c'est en raison des problèmes considérables que cette notion d'idéologie soulève dès la rédaction de ce texte, sans avoir le temps de développer ici ce point, disons ces contradictions, ces tensions qui concernent donc la place des idées en mode capitaliste de production, sont aussi fécondes finalement que les intuitions dont ce texte est porteur. Et là encore, l'accès à l'œuvre nous semble tout à fait irremplaçable, accès encore imparfait donc via cette réimpression, mais qui, encore une fois, reste le meilleur outil disponible pour le moment pour prolonger cette réflexion pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Oui, c'était pour poursuivre ta remarque sur la traduction, parce que c'est un fil conducteur important. Est-ce que, à Isabelle, je pose la question, est-ce que on peut faire, à partir du numérique ou à partir de la démarche actuelle, une histoire des traductions? C'est-à-dire, pas simplement ce qui a été traduit, ce qui n'a pas été traduit, mais aussi la manière dont ça a été traduit, et de s'interroger sur les glissements, les traductions successives, et de ce point de vue, en donner une interprétation historique, puisqu'il y a aussi, vous avez un projet, un programme avec Jean Numa et d'autres, de mettre en perspective toutes les traductions de Marx. Le numérique permet un outil précieux, mais une fois qu'on a l'outil, encore faut-il, je ne sais pas si c'est s'en servir, le faire, l'approvisionner, mais aussi le problématiser, quoi. Alors, je vais revenir sur traduction de concepts clés. Évidemment, on peut penser tous à Aufhebung et à l'histoire des traductions de ce terme et aux discussions qu'il y a derrière ces traductions. Et là, il y a vraiment des travaux de recherche qui peuvent être lancés maintenant en utilisant des outils beaucoup plus précis. Ces travaux très précis qui peuvent être faits sur ces choix de traduction, il me semble qu'ils sont d'autant plus intéressants, qui renvoient du coup à ce qui est par le contexte historique, c'est beaucoup plus qu'un contexte, mais à cette histoire des réceptions des œuvres de Marx et d'Engels, à l'interprétation politique, selon qu'on pense en termes de dépassement ou d'abolition du capitalisme et qu'on traduit le terme d'une manière ou d'une autre, on produit des effets politiques d'un certain point de vue. Et là, c'est vraiment le travail des chercheurs de nous dire quels effets on a souhaité produire, quels effets on a effectivement produits à travers ces choix de traduction. Donc là, c'est un outil fourni à la recherche et c'est vraiment sur les successeurs, parce qu'on est frappé de constater que, premièrement, les traductions en français de Marx et d'Engels sont très peu développées, en fait, encore vers 1900. Elles le seront bien plus après 1920 et surtout après dans les années 50. Par contre, des hommes qui lisent l'allemand comme Jaurès arrivent par exemple à suivre les publications d'inédits, de lettres, de documents marxistes dans les revues allemandes, ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeants socialistes, loin de là, qui ne s'intéressent certainement pas à, disons, la culture marxiste. Et donc, il y a, à mon avis, une importance capitale, à savoir si un certain nombre de débats autour de la nature du marxisme historique comme fatalisme, par exemple, ou du rôle, disons, du matérialisme historique intégrant les idéologies, il me semble absolument capital de savoir si ces débats n'ont pas été biaisés, fermés, bloqués, si bien qu'on a abouti à des antagonismes entre matérialisme et idéalisme ou entre réforme et révolution catastrophiques pour, disons, les combats politiques disons, d'avant 14 et ultérieurement, à plus forte raison. Dit comme ça, c'est une évidence historique. Ah, il aurait fallu regarder quand même ce que les gens pouvaient lire à l'époque, mais finalement ça n'a pas été fait tant que ça, donc il est temps peut-être de regarder ça précisément. Alors, en termes techniques, et c'est un rapport avec l'aspect scientifique, effectivement,
effectivement, ce qu'on essaye de faire sur le volet numérique, là je parle de plus mon secteur sur l'avant 14, on essaye de répertorier tous les textes rares, éditions Marx & Engels en français, compris chez des tout petits éditeurs, parfois régionaux et autres. L'avantage du numérique, c'est que ça va être disponible sur une même plateforme, alors que parfois ces brochures, bon, un coup il y en avait une à l'Ours, un coup à l'Institut d'Amsterdam et autres, donc là déjà on peut consulter, etc., un même ensemble, qui avant nécessitait de faire 4 voyages. Voilà. Donc ça c'est la première chose, et ensuite effectivement, hein, c'est un peu mon dada du moment, bon, je vais être très bref, mais sur la question des traductions, il y a quelque chose de très important sur l'avant 14, qui n'est pas du tout propre à Marx & Engels. Quand on traduisait de l'allemand vers le français, parfois on sautait un paragraphe, parfois on sautait 3-4 lignes. C'était tout à fait, je ne vais pas dire acquis, mais c'était tout à fait normal. Enfin, vous voyez, donc on a pu lire des textes comme ça, avec des blancs entiers, mais parce que voilà, les traductions étaient faites à la va-vite, parfois par des militants, etc. Et un exemple célèbre, hein, parmi ceux qui ont discuté le marxisme le plus sérieusement en France avant 14, il y a Georges Sorel, hein, théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Bon, lui, il lisait pas l'allemand. Et alors parfois, il lisait des textes de Marx en italien, parce qu'il comprenait par contre très bien l'italien. Donc, qu'est-ce qu'il a pu comprendre de la traduction italienne? Parfois, avait été fait très vite. Bon, et on peut... Moi, j'avais repéré comme ça 2-3 exemples de débats sur des points précis qui sont en fait, ils sont absurdes a posteriori parce qu'effectivement, ils ont lieu dans des contextes linguistiques et autres où les gens ne comprennent pas le texte dont ils parlent. Mais pour des raisons, parfois, soit ils ne maîtrisent pas, soit ça a été mal traduit, soit ça a été coupé. Bon, voilà, mais il y aurait une généalogie, ça prend beaucoup de temps, mais le numérique, de ce point de vue-là, permet de nous faire gagner du temps. Et toute dernière remarque, hein, sur les préfaces traducteurs dans le Métron, un dictionnaire de biographie du mouvement ouvrier qui est très bien fait par ailleurs. Vous pouvez maintenant, grâce aux opérations qu'on est en train de mener, trouver des gens des militants, des élus, et on découvre qu'ils ont été, alors parfois des traducteurs et autres, ce qui n'était pas forcément signalé traditionnellement dans les dictionnaires, parce qu'on ne considérait pas ça comme une fonction fondamentale. Il y a quelques exemples de guédistes comme ça d'avant 14 qui sont intéressants. Alors que lire l'allemand, traduire de l'allemand quand on était un élu du Parti ouvrier français dans le nord de la France, bon, c'est suffisamment rare pour être souligné.